j'ai commencé à prendre pas mal d'abonnés sur mes réseaux sociaux perso avec l'humour, parce que j'avais compris les codes. Je suis monté très rapidement et c'est à ce moment-là où j'avais plus envie de le faire. C'est hyper important quand on est créatif d'avoir confiance en soi. C'est là où c'était complexe et je me posais trop de questions, c'est quand j'avais pas confiance en moi. J'avais beaucoup le syndrome de l'imposteur, etc. En fait, il faut se dire qu'on est tous pareils. Ton Reels, il est pas parfait, bah poste-le. S'il marche pas, analyse pourquoi. Demande des retours à tes amis. Et puis s'il marche pas, dis-toi que personne l'a vu du coup. C'est cool d'avoir un lieu chambé dans Paris qui est instagrammable, super. Mais si les jeux sont pas bons, les gens viendront pas. Moi, au début, il m'a dit, bah écoute, je suis au début du projet, là actuellement, les jeux, c'est moi-même qui les ai écrits et ChatGPT. Et il m'a envoyé ses premiers jets et de là, je me suis dit, oh là là, pour moi, c'est pas viable du tout. J'avais tellement envie de me dire, oh, il y a un comédien, il va venir, je commençais à écrire des scripts et tout. Il me fait, alors là, je t'arrête tout de suite. Je t'arrête tout de suite. Bonjour et bienvenue dans Upload, l'émission qui explore les coulisses de la création de contenu sur internet. Et aujourd'hui, je suis avec Damien. Salut Damien. Salut tout le monde. Comment vas-tu ? Eh bah ça va très bien, et toi ? Bah écoute, ça va aussi. Je suis très contente de pouvoir discuter avec toi. Bah merci pour l'invitation. T'as plein de casquettes, tu fais plein de choses. T'es réalisateur de clips, tout à fait. De pubs, etc. Enfin réalisateur de plein de choses. T'es aussi auteur. T'as participé au projet de Merci Internet. On va en reparler, mais du coup, en 2 mots, est-ce que tu peux dire ce que c'est ? Tu le feras mieux que moi. Eh ben, Merci Internet, c'est un lieu immersif qui est ouvert dans Paris où les gens vont pouvoir venir jouer dans la vraie vie au concept d'Internet. Donc voilà, il y a des concepts un peu iconiques d'Internet qui ont été adaptés, réécrits pour que les gens puissent venir les jouer IRL, du coup, dans un lieu dans le 9e arrondissement de Paris. Voilà. Donc ça, on va en reparler. Il y a plein de choses. Tu as aussi, du coup, toi-même, tu fais des contenus sur Internet, tu crées des contenus, tu as un média. Donc on va parler de tout ça. Pour commencer, du coup, comment est-ce que toi, t'es arrivé dans ce monde d'Internet ? Comment je suis arrivé dans ce monde d'Internet ? Grande question. Parce que, en fait, à la base, c'était pas forcément ma première destinée, entre guillemets, puisque j'ai toujours voulu faire du cinéma. Et donc, j'ai fait des études de cinéma à la base. Je suis allé à Cannes pendant 2 ans, je fais un BTS audiovisuel en images. Donc voilà, j'ai toujours été intéressé de mettre en image des histoires ou des choses, voilà, pour essayer de vraiment... j'ai toujours aimé un peu cette sensation du cadre, de transmettre des émotions et des histoires justement à travers de l'image. Et du coup, j'ai fait ces études-là à Cannes pendant 2 ans, c'était chouette. Et ensuite, je suis monté sur Paris avec l'ambition de faire de la réalisation, sauf que je savais que forcément, devenir réalisateur, c'était pas forcément évident. On m'a souvent parlé de plan B, plan C ou plan D même. Et donc, je suis arrivé sur Paris, j'ai commencé à travailler dans la télévision à la base. Je faisais la matinale de Jean-Jacques Bourdin. Voilà, j'étais chef opérateur en télévision, donc c'était un bon moyen pour moi de faire mes heures d'intermittent. Et en parallèle, je me suis lancé à réaliser des clips, du coup, full bénévole. Et de fil en aiguille, en fait, assez rapidement, j'ai rencontré des artistes qui m'ont fait confiance, qui ont commencé à sortir plus de budget et j'ai commencé à gagner ma vie avec le clip. Et puis j'ai eu des plus gros pics, voilà, des artistes plus connus qui m'ont permis aussi de passer des steps un peu plus rapidement et de rentrer à travailler avec des majors, des productions. Et puis par la suite, en fait, j'ai toujours eu un attrait pour les réseaux sociaux. Je faisais moi-même des vidéos sur YouTube quand j'avais 13 ans, en mode podcast, voilà, à la Cyprien, quand j'avais 13 ans, quand j'étais au collège. Et de là, j'ai toujours été animé par ça et de rencontrer un peu naturellement, en fait, j'ai rencontré des gens qui étaient dans ce qui devient aujourd'hui la creator economy, mais à l'époque ça se débloquait encore plus. C'était beaucoup plus, quand on disait créateur de contenu, c'était beaucoup plus identifié à YouTube avant. Là où maintenant il y a vraiment ce package complet avec l'émergence de TikTok pendant le confinement, il y a vraiment le format court est devenu vraiment identifiable, est devenu vraiment un métier. Il y a des gens qui vivent que du format court et qui sont pas du tout sur du format long. Là où avant il fallait quand même avoir le format long qui était un peu un pilier de la creator economy. Et du coup il y a un peu ce virage qui s'est fait et j'ai rencontré, j'avais clippé avec Guizy, qui est du coup un assez gros youtubeur, un peu plus d'1 million d'abonnés, avec qui je me suis super bien entendu et s'était lancé dans la musique à ce moment-là. Donc du coup, moi, ça a été le pont parfait entre création de contenu, créateur de contenu qui fait de la musique et moi qui réalise des clips. Et de réaliser, de rencontrer du coup des créateurs de contenu, ça m'a redonné un peu l'envie de créer du contenu, d'aller vers ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans ce circuit-là, de connaître beaucoup plus de créateurs de contenu finalement, de lâcher un peu plus le clip et puis moi-même de me lancer sur les réseaux sociaux du coup. Alors, le clip, parce que du coup, j'imagine que le clip, ça se rapproche quand même un petit peu de la réal de cinéma. Enfin, c'est pas exactement la même chose, mais t'as quand même un peu cette ambition plutôt pub, mais oui, tout à fait, plus cinéma, ouais. Ouais, enfin, tu vois, ça va quand même avec tu réalises quelque chose, bien sûr, malgré tout, un projet et tout. Là, sur Internet, ça s'éloigne un petit peu de tout ça. T'as plus l'aspect, du coup, auteur... Ouais, un peu plus. En fait, j'ai toujours eu cette aspiration pour le cinéma.
Après, le cinéma, c'est un travail de longue haleine. Vraiment, on le dit souvent, là, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et il y a tout un travail de relationnel vraiment dans le cinéma. C'est vraiment assez profond. Faut vraiment connaître un peu les bonnes personnes. Au-delà de, évidemment, faut faut créer, continuer de créer tout le temps. Mais créer, quelquefois, ça suffit pas. J'ai été un peu, entre guillemets, j'ai vu un peu de face, un peu la réalité de ce milieu-là aussi au fur et à mesure des années. Et ce qui m'a permis aussi de prendre du recul. Parce qu'avant, moi, je suis arrivé sur Paris, j'étais comme beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en école de cinéma ou qui ont 16 ans, qui rêvent d'être un peu le prochain Nolan, essayer de vouloir faire un film très tôt, très jeune, à 18 ans, faire son long métrage, etc. Et tout le monde a envie d'aller très vite, sauf qu'en fait, on se rend compte que il y a beaucoup de processus, que ce soit la distribution, la production, qu'il n'y a pas qu'un producteur à les convaincre, il y a aussi toute une chaîne en fait qui est derrière et qui est plus obscure, où il faut connaître les bonnes personnes aussi sur ça. Et donc du coup, au-delà d'avoir un beau projet, il faut réussir justement à bien s'entourer. Et donc maintenant, du coup, c'est pour ça que j'avais l'envie de ça, j'avais envie d'apprendre aussi beaucoup plus sur l'écriture. Donc moi, je me suis plus formé aussi en tant qu'auteur, et c'est comme ça que je me suis mis à divaguer un peu plus et d'aller vers des projets qui, à la base, j'étais pas forcément spécialisé dans ces projets-là, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Merci Internet justement, ou sur un projet sur lequel j'ai rejoint dernièrement, qui un lieu immersif. J'avais jamais fait ça, mais c'était un vrai challenge pour moi. Donc aller me documenter, aller regarder justement comment ça fonctionne, les mécanismes, parce que du coup, il y a quand même des grands fondamentaux dans l'écriture, mais qui vont varier, les codes varient en fonction des plateformes, en fonction des supports et de la diffusion. Donc, toujours l'envie de faire du cinéma, mais en effet, avec Internet, je me suis un peu plus éloigné de cette trame-là, en tout cas narrative, qui est de la fiction, Et donc, du coup, beaucoup plus sur du short, beaucoup plus rythmé, mais en même temps, c'est véritablement, je trouve ça vraiment complexe, en fait, d'écrire sur du court. Notamment des très courts métrages. J'ai des amis qui sont très forts là-dedans pour faire des courts métrages de 2 minutes et raconter une histoire en 2 minutes sans que ce soit trop synthétique, mais en même temps en mettant l'émotion, etc. C'est hyper complexe. Donc du coup, j'ai envie de continuer de me former là-dedans pour, toujours des ambitions quand même de pouvoir faire du cinéma sur du, disons, moyen-long terme. Mais je me permets de faire un petit écart aujourd'hui pour un peu tester différentes choses et moi-même me former encore et continuer de me former pour essayer plus tard de pouvoir faire un projet plus imposant, plus gros, plus une unité de projet, quoi. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas un truc... je te dis ça parce que moi, pour le coup, faire de la réal de cinéma, c'est vraiment un truc qui m'intéressait aussi beaucoup. Mais tu vois, moi, je sais qu'en fait, finalement, c'est l'aspect très créatif qui me plaisait, de t'imagines ce que tu veux faire. Et en fait, je trouve que il y a aussi quelque chose que tu te rends pas compte avant, que c'est possible de trouver ça dans plein d'autres domaines, tu vois. Bien sûr. Et du coup, est-ce que là, c'est pas aussi ce que tu retrouves dans toute la partie, tu crées des formats, des... Oui, non, bien sûr. En soi, oui, c'est très juste ce que tu dis, parce que en fait, ça, c'est marrant, parce que j'en ai parlé avec pas mal d'amis. Je leur disais que ce qui m'a fait... comment j'ai eu un peu la paix avec moi-même par rapport au cinéma, parce qu'au début j'étais un peu en mode je vais faire focus que ça, et en fait c'est hyper compliqué, puis au bout d'un moment il faut vivre aussi, donc il faut trouver un métier qui permet aussi de pouvoir vivre. Et en fait il y a quelque chose que j'ai retrouvé dans le clip, parce qu'à la base j'aspirais pas du tout à vouloir faire des clips musicaux, mais ce que j'ai énormément apprécié, c'est le fait dans les clips, en fait il y a tout se fait rapidement, en fait. On se fait contacter par un artiste, par un label ou quoi que ce soit. La commande, c'est le clip il est pour hier, donc du coup il faut faire ça très rapidement, donc il faut trouver l'idée, écrire rapidement, et du coup ça va se tourner dans les semaines qui suivent. La post-production est assez intense et du coup le projet abouti en fait va très vite sortir, et du coup l'aspect créatif fait que on est vraiment stimulé sur une courte période, c'est très dense, mais en même temps on apprend énormément. Et moi c'est ce que j'ai vraiment apprécié avec le clip, c'est que du coup on retrouve, comme tu disais, ce qu'on peut retrouver dans le cinéma, dans le fait de il y a le côté créatif, il y a le côté d'écriture qui est moins laborieux que dans le cinéma, parce que le cinéma il y a des sessions d'écriture, il y a des retours, il y a beaucoup de... C'est très faramineux, vraiment c'est quelque chose long, c'est beaucoup de temps, c'est un investissement, et puis il faut avoir les épaules pour tenir son projet, il faut y croire aussi pour que ça, dans la durée, le tenir au bout et toujours croire en son projet. Alors que là le clip, il y a vraiment un truc où l'écriture est beaucoup plus courte, donc du coup naturellement on a moins le temps de le digérer, mais en même temps on va beaucoup plus du coup très vite à la réalisation, le découpage, mettre en image toutes nos idées et sortir, et de là on tirer les conclusions de ok, c'était trop bien, on peut toujours s'améliorer, et du coup ça a été vraiment pour moi un peu un laboratoire de création où je pouvais faire un clip plutôt dit populaire avec un artiste, et le lendemain aller faire un clip post-apocalyptique dans une casse, par exemple avec Anom et Vine, on est allé dans une casse et on avait fait vraiment un clip post-apocalypse. C'était vraiment c'est vraiment génial, et avec de TH des clips beaucoup plus cinématographiques. Donc c'est vraiment en fait des terrains de jeu pour aller tester aussi, de se plonger dans des univers différents, et c'est ça qui est vraiment chouette. Et on retrouve ce côté-là du cinéma justement dans la réalisation, dans l'écriture, même si du coup c'est un projet qui est plus petit, quoi.
Mais ce que tu peux avoir aussi avec des reels, des shorts Ce ou qu'on des peut vidéos avoir YouTube. différemment quand même, je trouve. Mais Ouais, parce que sur des reels, des shorts, il y a quand même déjà t'as d'autres codes. déjà les codes sont différents. Il y a une pression qui est différente, c'est que dans le cinéma ou dans le clip, il y a vraiment la volonté de faire une œuvre et espérer qu'elle touche le public, là où sur les réseaux sociaux, je trouve aujourd'hui, on est dans la recherche de il faut toucher le public, Ouais. et pour toucher le public, il faut répondre à certains codes des réseaux, et notamment aux algorithmes, qui est l'éternel sujet, débat, voilà, et aujourd'hui, les choses font que, naturellement, il faut avoir un hook très impactant pour être en 20 secondes, et on peut pas commencer comme dans le cinéma, on peut pas commencer avec un plan large. Oui, t'as trop Calme. de codes, je suis d'accord. Et du coup, ça fait que naturellement, ça nous rentre tout de suite dans des cases, même s'il y a des gens qui sont très très bons là-dedans et qui arrivent à se jouer de ces codes-là, et c'est vraiment chouette. On le retrouve dans le Reels, mais je trouve que c'est quand même plus modéré. Ça reste quand même, il y a beaucoup de contraintes quand même, je trouve, dans le Reels. Et puis du coup, par rapport aussi aux qualités de production, les réseaux sociaux aujourd'hui, ce qui marche beaucoup, c'est souvent aussi des vidéos qui vont être un peu spontanées, etc. Là où vers le cinéma, on va plus aller vers des grosses équipes, il y a des techniciens, des électros, etc. Et tout. Là où aujourd'hui, en fait, j'ai pas mal d'amis qui font de la création de contenu, qui sont très talentueux. Et en fait, ce qui fonctionne, c'est de tourner quelquefois juste une caméra, un téléphone et chant contre chant, un bon dialogue, un bon script, la base de tout, un bon scénario. Et après, ça suffit, ça fait le travail. Du coup, il y a moins, je trouve, même moi, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je retrouve moins un peu cette ambition. Je trouve le cinéma, il y a aussi tout le tournage qui va avec, et ce côté un peu équipe de tournage, tout ce qui est mis autour en fait de l'image qui est créée est aussi stimulant, et je trouve donne une immersion un peu dans ce qui est créé, alors que là sur les réseaux sociaux c'est beaucoup plus simple. On va essayer de justement à l'inverse d'avoir un workflow le plus simple possible, d'avoir le moins de un cadreur, un ingé son éventuellement, et on essaie d'aller le plus simple, que ce soit le plus simple possible pour créer son projet. Mais du coup il y a évidemment des ponts, mais c'est quand même différent, je trouve, dans la pratique et dans la façon de faire, quoi. Oui, c'est ça, au début je me disais, t'as le côté, effectivement tu peux créer plein de choses, c'est un peu un petit laboratoire, tu peux tester, etc. Mais t'as raison, en fait tu peux pas être si créatif, enfin tu peux, mais si tu veux toucher un maximum de gens, t'as quand même des codes très très précis. Tu peux être très créatif, on peut se jouer des codes 100%, il y a des gens qui arrivent à faire des choses vraiment très 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 artistiques et très qualitatifs et avec des grosses productions. Mais ça reste quand même une minorité, parce qu'il faut, il y a quand même un travail aussi de régularité qui fait que quand on veut faire des choses plus en grand, entre guillemets, avec des grosses productions, sortir 3 vidéos semaine, si ce n'est plus, c'est très complexe à mettre en place. Certains y arrivent encore une fois, mais ça reste plus compliqué que dans d'autres secteurs, quoi. Donc, si on reprend le fil, donc tu faisais ça. Aujourd'hui, du coup, tu es majoritairement sur toute la partie écriture de concepts, etc., que ce soit pour Merci Internet, et du coup, sur ton média et toi, ta création de contenu. Ouais, aujourd'hui, là, j'arrive un peu à la fin d'une passe où, en gros, j'ai eu une grosse partie écriture, en effet, avec Merci Internet, qui a duré, du coup, pas mal de temps, parce que ça fait quasiment 1 an, là, maintenant, que j'ai rejoint ce projet. Et donc ça a été quelque chose qui m'a pris pas mal de temps, en effet. En parallèle, du coup, comme j'ai monté ma société de production, du coup, j'ai accompagné pas mal de marques aussi sur les réseaux sociaux, donc de l'écriture de campagnes publicitaires, jusqu'à la réalisation. Et comme moi, je suis aussi créateur de contenu, comme tu l'as dit, en fait, j'ai fait de plus en plus, en fait, un peu des sortes de packages avec des marques où justement, elles venaient me voir en mode « Ah, mais on aimerait bien que tu joues dans une campagne, mais on a vu que tu pouvais produire, du coup, est-ce que tu pourrais pas faire réaliser et produire et dedans ?» Et du coup, c'est ce que j'ai fait pas mal de fois cette dernière année. Ça m'a pris un peu de temps justement aussi là-dessus, d'accompagner quelques marques à se développer. Et c'était génial, c'était cool. J'avais encore jamais trop fait ça, parce que du coup, moi là-bas, j'étais plus sur des projets un peu plus ponctuels. Et là, du coup, c'est la première fois où j'avais des marques que j'accompagnais sur du 6 mois, du 8 mois, 10 mois, etc. Et en parallèle, oui, Merci Internet, du coup, en écriture. Donc là, 100% de l'écriture, 100% au départ, qui s'est transformé justement en un peu plus de multicasquette, comme toujours, en fait, sur ce projet-là, et aider à mettre en place la régie, parce que dans Merci Internet, justement, il y a les gens qui viennent sont filmés dans les lieux, donc du coup il fallait mettre en place toute cette régie vidéo, donc voilà, donc c'était un peu cette grosse partie production. Et l'autre côté, j'avais mon média, en effet, parce que j'ai des équipes aujourd'hui qui m'accompagnent sur le média Petit Moda et ma création de contenu, où du coup là on met en avant à chaque fois des différents bons plans culturels, essentiellement sur Paris, mais partout en France aussi, plus Paris parce qu'on habite là, donc c'est plus simple d'aller tourner des bons plans à Paris que dans le reste de la France, mais on essaye de mettre un maximum la France en avant, et voilà, des événements de tout type et des bons plans qui sortent quotidiennement, quoi. Alors, si on plonge dans Merci Internet, du coup, tu l'as dit, c'est un lieu immersif à Paris. Il y a on peut jouer à combien de jeux différents ? Alors là-bas, il y a 4 jeux différents. On a écrit, adapté du coup 4 jeux différents à Merci Internet. Donc les 4 jeux, c'est Qui aura le meilleur alibi, Cours de pâtisserie arrosée, Poker Face et Le dernier qui gagne.
Et donc du coup il y a ces 4 pièces-là, donc voilà, les gens peuvent venir, choisir un peu comme dans un escape game en fait, choisir en fait la salle qu'ils veulent faire pendant 1 heure. Du coup c'est une immersion dans l'un de ces jeux-là et du coup ils viennent à partir de 4 joueurs jusqu'à 12 joueurs pour la salle de dernier qui regagne, entre autres, pour venir du coup jouer à ces jeux-là dans la vraie vie. Alors ça, comment ça s'est pensé ? Enfin, comment ça a été pensé ? Parce que effectivement, je trouve que l'idée est géniale de... T'as le côté escape game, mais où t'es vraiment plus interactif avec là, tes potes. Il n'y a pas besoin d'essayer de sortir de la pièce. Oui, c'est ça, genre vraiment, t'es juste là pour rigoler avec tes potes. Ça. Je trouve que c'est un concept qui peut grave marcher. Mais c'est surtout qu'en plus, on les connaît tous. Enfin, toutes les aspirations, du coup, bien sûr, ouais. On connaît tous les jeux, ouais, c'est ça. Donc comment ça a été pensé au départ ? Comment ça a été pensé ? En fait, à la base, moi, c'est pas moi qui est à l'origine du projet au tout départ, c'est Tom Lothaire, du coup, qui est le créateur, enfin le fondateur du projet, qui a eu cette idée-là il y a un peu plus d'1 an. Il s'est dit, ce serait marrant d'avoir quand même un lieu où les gens pourraient venir jouer au concept, qu'on voit des meilleures vidéos d'internet. Dans la vraie vie, et de là lui il s'est entouré, il a eu beaucoup de mal parce qu'au début il fallait faire confiance. Tom il a que 22 ans ou 21 ans au moment où il veut monter le projet, donc du coup il faut réussir à aller faire confiance, faut réussir à aller chercher la confiance d'investisseurs pour pouvoir aller chercher du coup l'argent nécessaire à pouvoir monter ce projet là et qu'il soit viable en tout cas à pouvoir exister. Et il a réussi à s'entourer avec pas mal quelques investisseurs dont The Quest qui ont été les premiers, qui eux ont un peu une méta où ils mettent un ticket de 100 000 € en fait sur des jeunes de moins de 27 ans et pour les aider à se développer, et sur les 10-18 mois en gros ils les accompagnent à se développer justement leur idée s'ils adhèrent au projet évidemment. Donc là ils ont adhéré, ils ont mis 100 000 €, ce qui a été un peu le commencement de pouvoir aller chercher d'autres financements et du coup dans les financements il y a eu aussi Xavier Niel qui a rejoint et David Amiouni qui est le fondateur de Keep Cool et de Neoness. Le patron de Neoness Keep Cool. Et du coup, grâce à ça, du coup, il y a un budget qui a été débloqué, et ça a permis du coup de lancer le projet. De là, du coup, l'idée est passée l'idée qu'avait Tom est devenue un peu plus réalité, et il a toujours dans cette ambition de vouloir lever des fonds. Il y avait toute une pocket qui était attribuée en gros pour que ça soit des créateurs d'internet qui puissent investir aussi dans ce projet-là. Ok. Trop bien. YouTubeurs, TikTokers, Instagrammeurs, etc. Et c'est dans ce contexte-là que du coup Tom m'a contacté à la base pour que je puisse investir dans ce projet-là. Et quand il m'a contacté, j'étais un peu en entre-deux, j'étais un peu en mode ok, sur le papier trop bon projet, mais en même temps j'étais en mode bon, j'adhérais vraiment à l'idée, mais j'étais un peu en mode comment ça va se mettre en place, je sais pas comment on ouvre un lieu dans Paris, mais j'imagine que c'est quand même complexe, comment ça se passe en termes d'IP, comment ça se passe en termes de j'avais beaucoup de questions qui venaient, et notamment sur l'écriture, étant donné que moi c'est mon cœur de métier aussi, comment ces jeux vont être adaptés, comment ça va être géré, et du coup c'était mes questions. Du coup j'ai rencontré Tom, et de là en fait c'est les premières questions que je lui ai posées en mode mais du coup comment les jeux vont être développés, parce que c'est cool d'avoir un lieu chambé dans Paris qui est instagrammable, super, mais si les jeux sont pas bons, les gens viendront pas. Et donc naturellement moi au début il m'a dit écoute, je suis au début du projet là actuellement, les jeux c'est moi-même qui les ai écrits et ChatGPT. Et j'ai fait ok. Alors moi je lui ai dit tu vois, genre je peux pas investir dans un projet où en fait la veine du projet du coup est de l'écriture même et l'essence du projet et l'expérience même des gens. Et du coup on en a parlé, et en fait de là justement il cherchait à s'entourer, et il m'a demandé si j'étais ok de les accompagner sur de la relecture à la base des écritures et des scénarios, etc. Et il m'a envoyé ses premiers jets, et qu'il avait déjà écrit, qu'il avait déjà fait des petits premiers tests sur certains des jeux. Et de là, je me suis dit, oh là là, pour moi, c'est pas viable du tout, quoi. J'étais en mode, ok. Et du coup, je lui ai fait des retours qui, du coup, forcément, pour lui, ont été pertinents, dans le sens où on a travaillé ensemble par la suite. Et du coup, il a fait, ok, écoute, Damien, en fait, nous, en fait, on a forcément besoin de quelqu'un pour nous accompagner sur l'écriture. Est-ce que tu aurais pas carrément être notre game designer sur le projet ? Alors à ce moment-là, je me suis dit, waouh, game designer, j'ai jamais vraiment fait ça. Donc du coup je lui ai dit écoute, j'ai jamais ouvert de lieu dans Paris, donc les codes sont forcément différents, mais moi le challenge est vraiment excitant. Donc mais t'avais déjà écrit des jeux du coup? J'avais déjà écrit sur les réseaux, j'avais déjà essayé j'ai essayé de développer plein de jeux, etc. mais jamais pour une salle. Après j'avais l'expérience, c'est ce qui me rassurait, ce qui m'a permis aussi d'aller là-dedans, c'est que j'avais l'expérience de la production. J'avais déjà justement auparavant justement j'avais produit à participer justement à l'arrivée de Magla sur YouTube avec Jure c'est à toi. Du coup un concept avec un drap qui se lève, etc. et tout, et du coup j'avais travaillé avec ses équipes et avec Guillaume Natas justement sur du coup comment développer ce projet là pour qu'il voit le jour, comment faire pour que visuellement avoir les idées du drap, etc. et tout. Là sur ce projet là par exemple c'était c'était quoi ton rôle?
Là-dessus, je faisais la production et la réalisation du projet. Okay. Et du coup, j'ai accompagné à la mise en place du coup, de ce projet-là. Et du coup, il y avait une base d'écriture et j'ai aidé du coup, à réflexionner pour que l'écriture, justement, ce qui avait été pensé comme jeu, la mécanique de jeu fonctionne aussi visuellement. Du coup, parce qu'en gros, ils avaient déjà l'idée ils ramènent des objets, etc. Mais il y avait plein de choses qui étaient mises en place. À la base, ils devaient eux-mêmes ramener des objets, etc. Et du coup, c'est là où, en échange, en brainstorm, je suis venu apporter certaines de mes idées sur le fait qu'il y ait on camoufle l'objet, qu'éventuellement, ça pourrait être plus compliqué d'un point de vue prod, mais de récupérer les objets à leur insu, etc. et tout, pour les aider justement à faire que, pour moi en tout cas, le projet fonctionne bien visuellement et d'un point de vue production, et puis du coup en termes de dramaturgie par rapport à la vidéo, quoi, qu'il y ait vraiment ce truc de surprise. Et voilà, et du coup je les ai accompagnés là-dessus, sur toute la réalisation, la mise en place du projet, création du décor, etc. quoi. Ça, c'est des équipes de combien de personnes ? Là, sur ce projet de Magla, on était pas mal, je ne saurais pas dire comme ça, je dirais entre 20 et 30 personnes, je dirais. Ok, ouais, c'est une grosse sur le tournage. T'as quand même pas mal de gens qui réfléchissent. Il y avait pas mal de monde. En fait, il y a toute la partie, rien que sur ce projet-là, en fait, moi, je les accompagne que sur la première épisode, parce qu'après, par la suite, du coup, ils l'ont géré de leur côté. Mais sur le premier épisode, du coup, il y avait toute la construction du décor qui n'existait pas. Donc, du coup, là, il y avait 4 personnes, rien que sur le décor. Et après, du coup, les électros, tous ceux qui s'occupent de la lumière, c'est vite une équipe de 3-4 personnes, maquilleuses, la partie stylisme, plus, du coup, toute la partie régie vidéo, cadreur, chef opérateur, etc. Donc du coup, ça m'a très, très rapidement en termes de capacité, de besoins humains, en tout cas, sur ce projet-là. Ouais. Donc là, du coup, on était une vingtaine, je dirais, sur le plateau, de mes souvenirs. Pas loin de 30, je crois, parce qu'on était quand même pas mal pour ce premier épisode. Okay. Ouais. Et donc, parce que j'ai fait une petite digression pour savoir justement d'où tu venais sur toute cette partie création de jeu. Mais donc là, quand tu crées les trucs avec Tom, donc tu me dis genre, j'ai déjà vu un peu ce que c'était, mais tu l'as jamais vraiment expérimenté. Moi, j'ai jamais écrit de lieux qui vont jamais écrire un jeu vraiment immersif. Mais comme je le disais précédemment, avoir l'expérience en fait de production, je savais que j'avais une grosse force sur l'anticipation. J'arrive facilement à quand même anticiper, le public il va venir, mais il va se passer ça, il peut se passer ça, ils peuvent aussi faire ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est plus d'un côté production. Et dans l'écriture, du coup, toutes les expériences, que ce soit de clips ou de publicité ou quoi que ce soit, en soi, la dramaturgie, la narration reste un peu la même. Il faut des moments forts, des moments bas, il faut vraiment un peu un climax. Et puis voilà. Et du coup, j'ai un peu essayé de reproduire ça tout en allant bouquiner aussi et en apprenant moi-même sur le terrain aussi comment ont fonctionné d'autres jeux, en rencontrant des gens qui ont écrit des escape games, etc. et tout, voir comment eux, ils ont procédé, même si les process sont encore différents, parce qu'un escape game, il y a vraiment la volonté de immersion dans une histoire et de sortir d'un lieu, là c'était vraiment adapter des jeux qui existent, s'inspirer de différentes références qui viennent des États-Unis, qui viennent d'émissions télé de France et de gros concepts de YouTube ou de plateformes aussi de VOD. Donc du coup, il y a eu vraiment des différentes inspirations dans le but évidemment de toucher une large audience justement qui puisse donc qui aura le meilleur alibi. Justement, il y a des inspirations qui viennent vraiment des États-Unis. Il y a évidemment des vidéos de Squeezie. Il y a aussi en même temps des inspirations qui viennent des amours à la télévision, du Bureau des légendes aussi, en série. Du coup, il y a vraiment plein de choses qui sont des inspirations. Et après, du coup, on est venu vraiment créer un projet vraiment sur mesure, justement, pour ce lieu-là, qui serait, du coup, parce que c'est totalement différent de tourner une vidéo avec des invités, monter, etc., que de faire venir des gens qui doivent jouer, participer à une immersion pendant 1 heure. Mais au bout d'1 heure, quand ils partent, 15 minutes après, il faut que le studio soit prêt aussi à accueillir de nouvelles personnes, etc. Donc du coup, tout doit fonctionner, il n'y a pas de coupe possible, c'est du réel, quoi. Donc du coup, c'était un enjeu très différent, c'est ce qui m'a stimulé et à aller dans ce projet-là. Mais c'est vrai qu'à la base, du coup, j'étais pas du tout spécialiste de ce milieu-là et j'ai énormément appris, mais surtout d'écrire 4 jeux en si peu de temps, on a bien charbonné. Mais du coup, vous les avez écrits en combien de temps ? Là, du coup, ça a mis 10 mois. Ok. Donc ça a été quand même relativement court, 10 mois, avec tous les processus de test aussi, parce que tous les jeux ont été testés plusieurs fois évidemment, parce que forcément, plus on arrivait vers les derniers jeux, mieux c'était évidemment, parce qu'on a, du coup forcément on développe des compétences en écrivant un seul jeu de manière très intensive. On se rend compte que ok, ça marche pas, je referai pas l'erreur sur le prochain jeu, parce qu'il y a des petites méta en fait, qui font que ça fonctionne pas comme ça. Les gens, on pense qu'ils vont faire ça, mais en fait naturellement ils vont faire ça. La capacité d'attention aussi, qui évolue en fonction des âges, parce qu'on a fait des tests avec des jeunes et des moins jeunes. On voit que la nouvelle génération typiquement est beaucoup moins disciplinée que des personnes plus âgées, et c'était vraiment factuel et assez fou de voir ça justement, que une télé qui parle et qui donne des consignes, des jeunes de 18 ans dans la majorité vont plus facilement être dissipés. Donc comment justement anticiper ça,
mettre du motion design, des éléments très dynamiques visuellement pour garder l'attention des gens. En mode écoutez les règles, ne partez pas, ce n'est pas un escape game ici. Et en même temps, du coup, ne pas être trop pompeux et trop dynamique pour des personnes plus âgées qui vont être en mode oh là. On a compris, vous nous prenez pour des abrutis, on a compris les règles. Oui, mais du coup, voilà, c'est un juste milieu. Ça a été super intéressant aussi, cette partie-là, de voir un peu comment réagissent les gens, etc. Mais voilà, du coup, un challenge pour écrire ces 4 jeux-là en 10 mois pour que ça puisse ouvrir là, en début du mois dernier, enfin mi-mai, pardon. Et du coup, voilà, c'est un lancement. Maintenant, on verra. Maintenant, c'est dans les mains un peu du public, même si on a encore des retours aujourd'hui, on écrit encore dessus. Mais voilà, maintenant, on a des bons retours. On attend de voir comment ça va évoluer, quoi. J'ai 1 milliard de questions. Je vais essayer de les faire en mode chronologique. Déjà, du coup, est-ce que rapidement vous vous êtes mis d'accord sur ces jeux-là et vous n'avez pas touché au jeu, ou est-ce qu'il y a des jeux, par exemple, que vous avez testé, en les testant, tu dis en fait ça marche pas et celui-là on l'abandonne? Alors non, Tom lui avait déjà l'idée de 5 jeux. Ok. On en a sélectionné 4. Sur les 4, il y en a un qui a été amené à bouger plusieurs fois parce que plusieurs problèmes, soit de logistique, soit d'opérationnel, parce que je l'évoquais avant, mais il y a beaucoup de problèmes en fait liés à l'opérationnel aussi d'avoir un lieu, parce que comme on disait, il y a le fait que les gens sortent et il faut que ça reparte de zéro. Sauf que moi, du coup, comme je suis un créatif de base aussi et j'aime bien mettre plein de choses, j'ai envie que les gens soient immersés à fond. J'avais très vite envie de mettre plein d'éléments extérieurs qui viennent toucher pour rendre l'expérience immersive. Et là, j'ai appris énormément sur le fait que en fait, il se trouve que c'est pas possible d'un point de vue répétabilité parce que en fait, il faut remettre tout en place, les gens vont déplacer des choses, il va y avoir des pertes de temps et c'est compliqué et du coup le lieu après n'est plus viable. Et ça pour moi, du coup j'avais pas, moi je considérais pas spécialement ça parce que je connaissais pas. Et donc du coup j'ai appris très rapidement au début cette phase-là en mode ok, faut penser intelligemment, faut pas qu'il y ait trop d'accessoires, faut pas qu'il y ait trop de choses qui puissent se casser facilement. Donc voilà. Et donc du coup il y a des jeux qui ont nécessité du coup des réécritures parce que dans l'état fonctionnait. Mais d'un point de vue réaliste et opérationnel, ça aurait été se prendre les pieds dans le tapis en fait à l'ouverture en mode ok, on n'arrivera jamais à tenir le rythme parce qu'il y a trop de choses à remettre en place et donc du coup anticiper justement dans ce dont j'évoquais tout à l'heure, voilà, vraiment être vraiment dans l'anticipation de tout ce qui peut arriver et se dire ok, comment on peut simplifier mais en même temps tonifier un peu le jeu aussi. Et donc du coup c'est comme ça que se sont sélectionnés un peu les 4 jeux sur les 5 qu'on avait. Et puis de là, du coup, on a un peu divagué parce que les règles, vraiment, au début, on part de ça, on a les inspirations, mais on avait le champ des possibles était super large parce que du coup, voilà, d'un jeu, on peut partir dans toutes les directions. On peut faire un jeu avec des dés, avec des cartes, avec juste des jeux de mots, des machins, etc. Et du coup, là, l'idée, c'était un peu de sélectionner vers quoi on avait envie de partir. Moi, Tom, lui, il m'a laissé vraiment un champ libre. Vraiment, il avait déjà écrit, il avait déjà quelques idées. On a échangé, on a été très vite raccord. Lui, il me faisait confiance sur l'écriture parce que lui, plus ça avançait, plus il commençait à avoir la tête sur 1000 projets, 1000 choses dans le projet qui étaient du coup avoir la licence 4 typiquement, à gérer du coup les travaux, gérer aussi que tout tourne bien avec tous les prestataires qu'il avait sur le projet. Là où moi, il m'a vraiment beaucoup plus laissé ce côté-là vraiment artistique de avoir les équipes décoration, etc., accessoirisation et gérer toute cette partie régie vidéo et de chapeauter un peu toute cette partie-là. Et donc voilà, donc ça s'est fait vraiment d'échanges au début et puis on a fini par trouver un peu la trame qui nous plaisait et puis après voilà, on est allé jusqu'à l'ouverture comme ça quoi. Comment on pense à un jeu? Parce que tu vois, tu parlais de Jure c'est à toi tout à l'heure, t'as tout le côté, en fait la vidéo elle est timée et tu sais comme tu le disais que tu vas avoir un moment fort où il faut qu'il se passe ça, tu veux avoir des happenings, etc. Tu peux pas le contrôler pareil dans un jeu qui va se jouer dans la vraie vie et surtout en fait, même j'ai envie de dire, alors peut-être un peu moins sur les vidéos YouTube parce que c'est beaucoup plus scripté en réalité, mais dans la réalité, t'as quand même une partie de tu sais pas ce que les gens vont faire et vont dire, c'est un peu ce que tu disais. Comment est-ce que du coup, quelles sont les différences et comment tu dois t'adapter à tout ça? Je te dirais que si pourtant, parce que dans l'écriture, en fait, on peut anticiper quand même, genre les moments forts. En tout cas, nous, moi, c'est comme ça que j'ai travaillé sur ce projet-là. J'ai vraiment été dans la recherche de me dire, ok, ça va être des moments forts. On sait que voilà, dans tel jeu, toutes les 10 minutes, ça va être un moment fort, ça va être ce passage-là, parce que ce passage-là, c'est naturellement, en y jouant nous-mêmes, c'est un moment où les gens, il y a la compétition qui va prendre le dessus. Okay. Donc les gens vont avoir vraiment un élan de dopamine à fond, en mode, ok, on veut gagner à ce moment-là. Et donc, du coup, ça a été un peu en recherche de trouver les meilleurs jeux, parce que forcément, il y a des jeux qui sont beaucoup plus passifs.
Ouais. où on va être en mode ok, ça se passe, ok, je fais ça très bien. Et il y a d'autres jeux où naturellement, voilà, il y en a plein qu'on fait au quotidien, etc. et tout, avec des amis, soit qui sont dans la réactivité, souvent par la pression du timing. Et du coup, typiquement, dans Merci Internet, on a tout est timé parce que j'avais aussi un challenge que m'avait donné Tom au début, c'est qu'il fallait qu'il y ait aucun humain qui interagisse dans le lieu. Et bon, pour mon plus grand désespoir au début, parce que j'avais tellement envie de me dire, oh, il y a un comédien, il va venir, je commençais à écrire des scripts et tout, il m'a fait, alors là, je t'arrête tout de suite. Je t'arrête tout de suite. L'humain, ça coûte trop cher, c'est trop compliqué, il tombe malade, machin, faut remplacer, enfin, c'est hyper compliqué, sur multiples raisons, mais la première étant économiquement parlant. Donc, il m'a dit, bah là, le challenge, c'est que l'idée, c'est qu'il y ait une télé, mais il faut que ça soit pas trop musé en mode vous allez faire ça, un truc dynamique, etc. Donc du coup d'ailleurs même in fine c'est ma voix en fait qui gère en fait tous les jeux et qui du coup guide tous les participants dans le jeu et de là du coup on avait aussi ce truc là où il fallait que ça dure 1 heure maximum. Donc tout est timé, donc du coup il y a la pression du temps et forcément du coup un bon moyen simple aussi de rendre dynamique un passage d'un jeu, c'est aussi devoir faire quelque chose qui semble assez complexe dans un minimum de temps et du coup naturellement il y a des choses qui peuvent se passer parce que forcément il faut très vite trouver soit qui aura le meilleur alibi. Du coup c'est vraiment trouver un peu tous les points communs qu'on pourrait avoir par rapport au scénario qui a été donné en un minimum de temps, mais forcément la langue va fourcher, on va dire des choses qu'il faut pas et on va faire de l'improvisation, sauf que l'improvisation elle part en cacahuète naturellement parce que aussi dans l'écriture, j'ai fait exprès par moment de donner des pistes où je savais très bien que certains cerveaux prendraient des brèches pour aller faire des blagues sur ça. Et ce qui marche très très bien parce que du coup, on reste un peu tous les mêmes sur certaines choses, sur certains codes. Et dès qu'on nous tend des perches pour faire des blagues sur certains sujets, sur certaines choses, sur certaines gestuelles, tout simplement, on les prend et qu'on a envie de faire rire ses potes, sachant qu'on est dans la méta de vouloir faire ça, parce que les gens quand ils viennent là, ils sont aussi dans cette envie on va passer un beau moment. Donc du coup, ils prennent les perches qu'on leur donne. Et du coup, l'idée, pour moi, dans l'écriture, oui, je savais pas ce que les gens allaient faire, mais l'idée, c'était et avec le timing et avec du coup l'écriture, leur tendre des perches pour je te donne ça, t'en fais ce que tu veux. Mais là, elle est gratuite celle-ci, tu peux faire ce que tu veux autour, quoi. Donc du coup, après, ça se construit naturellement. Il y a des gens qui sont plus réceptifs que d'autres, évidemment. Mais il y a des temps forts qui sont rythmés grâce à ça, quoi. Parce qu'en fait, c'est très, très guidé. Du coup, tu interagis en permanence avec les gens. Okay. Tout à fait. Certains jeux sont moins guidés que d'autres. Justement, typiquement, sur le dernier Kirigane, ça a été un vrai enjeu celui-ci parce que forcément on devait réadapter le jeu mais qu'il soit vraiment original par rapport à toutes les références qu'on peut avoir en tête forcément. Et donc du coup et là on peut pas dire aux gens tu viens, tu rentres dans une pièce, tu rigoles, t'es éliminé. T'as payé ton entrée, c'est pas le but. Donc là il y a vraiment tout un jeu qui a été mis en place où vraiment quand tu rigoles en fait t'es pas vraiment éliminé, t'es même encore dans la partie. Petit teaser pour ceux qui veulent venir. Donc t'es jamais éliminé, t'es toujours dans la partie. Il y a toujours des moyens de faire rire les autres. Le but c'est vraiment des systèmes de points. Donc du coup et puis il y a des choses qui se passent au fur et à mesure. Mais il y a quand même des sessions qui sont plus laisser, on laisse un peu le champ libre quand même aux gens parce que le but de ce jeu-là, c'est quand même ça, d'avoir du moment où toi-même, ton inspiration, ta créativité pour aller faire rire tes potes avec ce que tu as sous les yeux, sous la main. Donc du coup, ça a été un peu un juste équilibre entre les gens qui ont besoin d'être guidés et les gens qui aiment à l'inverse être full impro. Et du coup, on est un peu en train on a un peu vu essayer de trouver le juste milieu et même là, on est en train de penser pour tout te dire à faire même 2 scénarios demain pour que les gens qui viennent puissent dire en mode nous on veut être full autonomie, genre on est des créatifs, on a des gugus, nous on n'a pas besoin d'être guidés, laissez-nous beaucoup de temps. Et évidemment il y a quand même des moments où on est obligé de rythmer parce que pour le déroulement du jeu et aussi on a quelques petits happenings qui sont assez sympas et qui obligent aussi à mettre les participants dans certaines configurations, mais sinon et puis à l'inverse pour les gens qui sont plus en mode nous on est un peu plus timide, on adore le jeu mais moi, faire des blagues, c'est pas trop mon truc. J'adore ne pas rire, mais le fait de rire, c'est compliqué. Du coup, si je dois aller faire rire les gens, etc., comment je fais ? Et là, du coup, on a un scénario qui est celui qui est un peu aujourd'hui actuel, genre où justement, on guide quand même les gens. À des moments, on leur donne des petites aides. Ils les prennent pas. Mais voilà, dans le but que ça puisse convenir quand même à tout le monde, quoi. Et dans l'idée, c'est ce que tu disais en plus... réunir plein de générations. Alors tu peux le faire si tu as envie avec tes parents. On a vraiment des personnes qui viennent là de ces 3 premières semaines, on a eu c'était génial, mais moi c'est un truc qui m'a même là quand j'en parle, j'ai un peu des frissons parce que c'est un truc c'est vraiment différent ce que je disais à Tom, moi quand ne serait-ce que on parlait du projet avec Magla, mais voilà que ce soit quand même les clips etc. Il y a beaucoup de travail sur un mois qui reste
relativement court quand même, mais ça reste quand même très intense pour une seule journée de tournage, parce qu'un clip, généralement, c'est une seule journée de tournage. Bon, Magla, c'était genre une prépa et une journée de tournage, ou deux, je sais plus combien on avait fait. On n'avait fait qu'une journée de tournage, mais on avait 2 jours de prépa, donc on les studios, etc. Mais ça reste très éphémère. On met en place, il y a tout qui se met en place, tout le monde vient, il y a les participants qui viennent, voilà, le tournage, voilà, Magla avec Amine et Billy, ils font leur show, ça dure 3 heures, ils s'en vont, tout le monde démonte, fini, tout le monde rentre chez soi, quoi. Après, c'est post-prod, c'est du montage, remontage, on essaie de faire en sorte que la vidéo soit la mieux possible, mais alors que là, ça tourne, les gens viennent. Et surtout que comme il n'y a pas de couple, comme on disait, là, il y a toute génération qui viennent. Et là, moi, c'est ce dont j'avais le plus envie et ce que je redoutais le plus, c'est qu'est-ce qui va se passer quand des gens vont venir avec leurs parents, etc. Et là, on en a eu, et c'était génial. Qui aura le meilleur alibi, justement, on en a eu un qui était vraiment bien, où une famille sont venus à 8. Normalement, qui aura le meilleur alibi, c'est vraiment des studios de 4 personnes. Il faut être 4. Mais à 8, il y a 2 studios, en fait, pour ce jeu-là. Et donc, ils sont arrivés à 8 et du coup, ils ont privatisé. Du coup, ils ont pris les 2 studios pour 1 heure et ils sont mis à 4 et 4. Et c'était vraiment trop drôle parce que nous, on a la vidéo justement, comme ils sont filmés, qui repartent avec une vidéo. Nous, on peut les voir aussi en régie pour voir comment ça se passe. Et puis moi, du coup, comme ça vient d'être lancé, justement, on est toujours encore dans les recherches de retour. On prend les retours de toutes les personnes qui viennent le jour J. Et là, de voir justement des parents qui rigolent. Un père, là, on avait vu un père qui était à fond. Il était en mode, il se prenait vraiment pour un enquêteur de police. Mais il était tellement à fond et donnait des trucs un peu techniques. Je crois qu'il a vu tous les FBI, tous les machins à la télé, qu'il est sorti. On allait le voir, on le fait alors trop bien et tout. Il fait non, mais c'est que moi je connais en fait. Moi là-bas j'étais enquêteur et tout. Et puis au début on commence à dire what the fuck. Et puis il commence à nous raconter. Il fait oui, parce qu'en fait j'étais 10 ans à la police et tout. Puis nous on commence à mais non, un truc. Il fait, puis il y a toute sa famille qui s'est explosée de rire. Il fait non, excusez-moi, je suis encore trop dans le personnage. Et nous on commençait à tomber dedans tellement il tombait. Et on s'est dit mais c'est cool que les gens ils sortent, sont encore dedans. Et pourtant là, je pense que ces personnes-là avaient, je dirais, 50 ans. 45-50 ans, donc pas du tout de l'air. Eux, ils connaissaient pas du tout le concept à la base. Ils avaient mais en fait, aucune c'est ref. ça ce que j'allais dire. Maintenant, les générations un peu plus âgées connaissent pas forcément d'où ça vient, mais Exactement. Tu t'amuses comme un escape game. Mais eux, du coup, se quoi. sont retrouvés, justement, ils avaient l'impression de se dire c'est marrant, on a l'impression de jouer un peu aux amours. C'était justement, c'est pour ça qu'on a voulu avoir cette ref-là. Ils étaient un peu en mode c'est marrant, il y a un peu le truc oui, non, même si bon, ça a été dérivé. Puis du coup, même en ref aux amours, justement, il y a même un petit scénario qui est sur un mariage qui se passe, etc. Donc il y a plusieurs scénarios dans ce jeu-là. Et donc du coup, c'est assez drôle de voir justement que tout type de génération peuvent venir. Évidemment, du coup, là, il y a des jeux qui vont peut-être plus... et encore, je dis ça, mais même pas, parce qu'en fait, à chaque fois, on a eu de toutes générations, parce que même cours de pâtisserie arrosée, on a eu des jeunes et des moins jeunes, et puis ça reste vraiment drôle, parce que il y a vraiment des petits... typiquement, sur ce jeu-là de cours de pâtisserie arrosée, le but, c'est en 1 heure, les gens viennent faire un tiramisu. Mais chacun fait son propre tiramisu. Et du coup, moi, il y a plein d'énigmes qui ont été faites pour... Enfin, c'est même pas des énigmes, mais c'est plutôt des mini-jeux qui ont été mis en place pour gâcher ton tiramisu. Mais vraiment, t'es pas sûr de le faire. Et le but, c'est d'arriver au bout. Mais du coup, il y a plein de petits rebondissements, donc chacun un peu pour soi, mais en même temps, il y a des moments où il faut être ensemble. Et du coup, ce qui fait que c'est un peu chaotique. Et en plus, que ça s'appelle cours de pâtisserie arrosée. Toutes les quasiment 5 minutes, il y a un shot qui tombe. Donc, du coup, ça met du dynamisme dans le jeu. Et ça, voilà, on a vu pareil, plein de jeunes qui sont venus dès le début parce que ça, c'est un truc qui a attiré pas mal les jeunes. Et là, on a des familles qui viennent et c'est vraiment très drôle de voir certaines activités, certains mini-jeux faits par les parents. Et il y en a, ils en sortent, mais ils sortent vraiment avec le smile et ça, c'est cool, quoi. Oui, en fait, c'est un peu un truc, je pense, effectivement, la porte d'entrée, c'est les jeunes qui découvrent le lieu. C'est ciblé plus pour les jeunes de base. Mais après, tu peux ramener... mais ça a été prévu, en tout cas, pour venir en famille, quoi. Et donc, peut-être pas du coup cours de pâtisserie arrosée, mais par exemple, à l'Ibis, ce que tu disais, tu as plusieurs scénarios, donc tu peux revenir plusieurs fois si tu as envie. Ouais, alors en fait, pour l'instant, en gros, c'est que la partie se passe, il y a 4 scénarios en une seule partie, en 1 heure. Ok, d'accord. Donc c'est assez dynamique. On a déjà prévu d'autres scénarios dans le but que justement ça puisse évoluer et que les gens puissent avoir des scénarios différents. Donc ça, on est en train de voir pour mettre ça en place pour la suite, parce que justement, il y en a déjà, ils nous ont dit mais si on revient avec d'autres amis, est-ce qu'il y a d'autres scénarios, etc. Et du coup, évidemment, nous, on avait déjà prévu ça, mais on attendait déjà de bien perfectionner entre guillemets les premiers, voir si ça marche, les retours d'expérience aussi. Et puis voilà, est-ce que les gens préféraient tel scénario. Et donc là, on en a déjà d'autres qui sont en construction, justement, en écriture. Et oui, le but, ça va être juste d'avoir plusieurs scénarios en mode vous êtes déjà venus, on vous met les autres scénarios, etc. pour pouvoir ne pas tricher et avoir de longueur d'avance avec les premiers scénarios. Même si en soi, revenir avec les mêmes scénarios,
tu peux. Il y a tellement de place à Ouais. l'improvisation sur ce jeu-là, c'est tellement de la complicité que les réponses sont pas du tout les mêmes. C'est juste que ça aidera sur certains éléments quand même, mais ça reste, la partie peut être la Oui, même. c'est pas un escape game où une fois que tu l'as fait, Non, tu c'est peux ça. te souvenir En de fait, c'est ça. En trucs, fait, et c'est puis, que. Et puis même, il faut quand même se souvenir du scénario. Il faut vraiment avoir une. Voilà, si quelqu'un qui a une mémoire d'éléphant va quand même pouvoir se dire en mode, ok, je me souviens très bien qu'il y avait ça, mais ça aide pas spécialement non plus, parce Ok. que vraiment le gros de ce jeu-là se fait dans la complicité. Donc c'est vraiment voilà. Qu'est-ce qu'on va trouver en commun pour se souvenir de cette réponse-là? Parce que le but, c'est, moi, j'ai beau avoir la réponse, si toi tu l'as pas, on perd. Ouais, Donc c'est dans clair. tous les cas, c'est ça. Si- la nouvelle personne qui vient demain, faut quand même repartir de zéro et se recréer un alibi commun. Et du coup, c'est là où, même en revenant avec le même scénario, ça se fait quand même si le but, nous, on va essayer de dynamiser, évidemment, pour que ça soit plus stimulant et qu'il y ait de la nouveauté, quoi. De tout ce projet et du coup, de tout ce que tu as regardé, enfin, tu vois, c'est ce que tu disais, tu as dû analyser un paquet de concepts, etc. Est-ce qu'il y a une recette un peu, enfin, tu vois, des codes en tout cas que tu remarques qu'il faut absolument pour qu'un jeu fonctionne et plaise? Il y a eu des codes. Et des codes, il y en a toujours. Je pense qu'il y a les codes classiques de la dramaturgie en soi, qui reviennent un peu dans tout. Voilà, on en parlait tout à l'heure qu'il y avait des ponts entre le cinéma, entre les reels, entre la publicité, entre les clips et entre l'événementiel immersif. Il y a forcément des codes. Après, c'est ça qui a été très drôle et challengeant, c'est que tous les jeux n'ont pas du tout été articulés de la même manière, de par leurs inspirations et de par leur process de jeu. Donc du coup, quelqu'un qui viendra jouer à Cour de pâtisserie arrosée ne reverra pas du tout les mêmes process que le dernier qui gagne, qui aura le meilleur alibi ou Poker Face, parce que c'est des jeux qui sont pas du tout qui aura le meilleur alibi. C'est vraiment un jeu qui est segmenté. Donc du coup, comme je disais, il y a 4 scénarios. Il y a un scénario, on passe un scénario à un autre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est segmenté. Cour de pâtisserie arrosée, c'est un tiramisu sur 1 heure. Donc du coup, c'est une évolution de quête qui est de créer son tiramisu, mais en même temps, il y a des rebondissements et il y a des obstacles tout du long. Là où que le dernier qui gagne, ça va être quelque chose vraiment de plus large, où c'est on vient, on doit faire rire les potes, il y a des énigmes et des jeux, donc il y a quand même la quête à vouloir être le dernier, gagner, etc. Mais en même temps, les rebondissements sont très différents, parce que là du coup on parle de gens qui doivent pas rire, mais il faut les faire rire en même temps. Donc du coup, je dirais la trame commune, c'est ce que je disais, la dramaturgie, mettre des obstacles, créer vraiment de l'enjeu. En fait, c'est vraiment avoir de l'enjeu dans ton jeu, que les gens se disent en mode ok, je suis là pour ça et ça va le faire. L'envie aussi ce qui revient souvent, c'est aussi c'est ce côté de très challenge. Ouais. Les gens aiment bien la gagne en général, donc du coup c'est toujours mettre un peu de gagne quelque part, parce que même typiquement un des retours que nous on a eu dès le début sur un des jeux, c'est que quand on a écrit, on avait fait un des jeux qui était génial et on s'est dit putain, c'est chouette, les gens ils ont des bons retours, mais ce que les gens nous disaient en sortant directement, ils nous disaient tous en mode on a passé un trop bon moment. Mais par contre du coup c'est qui gagne? Ok, ouais. Mais les gens nous disaient pas ça comme quoi c'était négatif, mais il y avait quand même cette question là qui revenait et on s'est dit c'est fou, parce que les gens ils disent qu'ils en ont pas besoin, parce que même quand on leur demandait on dit est-ce que vous voudriez savoir qui gagne? Pas spécialement ou quoi, mais en fait on se rend compte qu'il y a quand même un truc très challengeant, et quand on l'a ajouté, c'est là où du coup il y a ceux qui n'en ont rien à faire, et eux ils sortent sur mode oui il a gagné, bon coup de chance machin, voilà, et il y a ceux qui sont en mode moi j'ai gagné, moi je voulais gagner, j'ai gagné, et c'est du coup ça renforce, et du coup typiquement ça c'était une des règles où on s'est dit dans chacun des jeux faut qu'il y ait un peu un gagnant. Genre voilà, du coup on est parti un peu là-dedans, même si vraiment on l'a pas trop, ça n'a pas été la veine du projet, parce que nous on voulait vraiment surtout que les gens passent un très bon moment et que ça soit pas tout axé sur tu ressors, il y a forcément un seul et unique gagnant, mais du coup on a quand même axé plus sur le côté challengeant justement tous les jeux par rapport à ça quoi. Alors c'est encore récent pour toi du coup, parce que ça vient de te lancer, mais qu'est-ce que tu as appris de tout ça sur toute la partie? Énormément de choses. De toute façon on apprend tout le temps, mais qu'est-ce que j'ai appris? Bonne question. Genre je sais pas, 1 ou 2 grands apprentissages que tu en retires. Waouh. Très bonne question. Très bonne question, parce que j'ai appris énormément de choses. Peut-être qu'il fait que genre, si tu le refaisais là, il y a des choses que tu ferais différemment, ou alors que tu ferais pareil parce que effectivement cette méthode fonctionnait bien. Ce que je referais, c'est évidemment de tester. Ouais. Après, c'est des choses que moi, j'ai un peu maso sur ça, mais j'aime beaucoup me prendre les murs très tôt. Okay. En fait, j'aime beaucoup avoir les problèmes, régler les problèmes et les avoir tout de suite que de les avoir plus tard. Et du coup, si c'était à refaire, je garderai cette chose-là qu'on a mis en place dès le début avec Tom, déjà ce qui nous a aidé nous à aller très vite, c'est qu'on a été beaucoup dans la communication. Moi je travaille souvent comme ça avec mes équipes, que ce soit dans tous les projets, et la communication je trouve c'est
tout projet qui fonctionne pas trop, souvent la communication c'est 60% du taf, de la raison en tout cas, de pourquoi le projet a merdé à tel endroit ou à tel endroit. Et donc du coup, rester dans la communication, voire même dans la surcommunication par moment, pas trop en faire non plus, parce que du coup, quelquefois, je sais qu'il y a des moments, typiquement, je ferai attention à pas être dans la surcommunication pour pas perdre du temps à des moments où on est en mode, bon, en fait, on est raccord là, on va perdre du temps, on continue de parler, on est d'accord. Et très vite se prendre, entre guillemets, les murs qui sont dans ce cas précis, accueillir le public. Et donc du coup là très vite les derniers jeux on a eu très rapidement des retours et on allait plus vite parce que ils étaient loin d'être aboutis, mais on a quand même fait les tests assez rapidement. Et donc en fait on a pris très rapidement les grosses problématiques qu'il y avait, que probablement oui on aurait pu les anticiper en prenant plus de temps à l'écriture. Sauf que pourquoi prendre plus de temps à l'écriture quand on peut essayer de faire des tests déjà aujourd'hui, gagner du temps de se dire ok, ça on se doutait que ça allait être un problème, mais c'en est vraiment un. Voyons comment, d'un point de vue écriture, on peut le résoudre. Et ça a été vraiment pour moi le truc où ça m'a conforté dans l'idée de ok. Faut tester. C'est pas forcément le plus agréable d'avoir des gens qui sortent et se disent ouais, c'était pas ouf. Bon, on n'a pas passé un moment exceptionnel. Là, il y a ça à modifier. Honnêtement, on n'a pas eu trop de retours comme ça. On a eu sur un des jeux, il y a eu un des groupes, parce qu'en fait, parce que c'était une de mes volontés aussi, ce que je disais à Tom, c'est d'avoir aussi des gens qu'on connaît pas, mais aussi qui ne connaissent pas les jeux. Et ça, c'était une de mes demandes, parce que je me suis dit que c'est un peu comme le raisonnement de qui peut le plus, peut le moins. Je me dis, quelqu'un qui connaît pas le jeu et qui passe un bon moment, celui qui connaît, au moins il va comprendre les règles, c'est sûr. Après qu'il passe un bon moment, c'est encore autre chose, mais au moins dans la compréhension globale des jeux, des règles. Et donc du coup, ça c'est un peu un gros truc que je garderai, c'est vraiment ce truc-là de faire, en fait, c'est bête, mais ça va toujours dans la continuité de faire, tester, même quand quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux sociaux, tu sais pas, oui, ton projet, ton Reels, il est pas parfait, poste-le. S'il marche pas, analyse pourquoi, demande des retours à tes amis. Et puis s'il marche pas, dis-toi que personne l'a vu du coup. Donc, c'est clair, donc reprends-le, reposte-le, remonte-le différemment. Mais en fait, de faire, et là c'est un peu pareil, mais détourné parce que c'est pas des Reels, mais dans la vraie vie, en fait, on avait écrit cette trame-là, elle nous semble pas trop mal, on voit qu'il y a plein de défauts qu'on a notés, testons-la. Les retours qu'on en tire, telle conclusion, et en fait ça fait gagner du temps aussi sur tout en fait, sur la production, sur la création. Donc ça c'est vraiment le gros point, je dirais, qui m'a marqué en tout cas de cette aventure. Après il y en a eu énormément en tout cas, parce que, oui, non mais j'imagine que ce soit sur sur la partie de créer un lieu, c'était j'ai appris énormément à travers Tom entre autres, qui lui a dû gérer tous ces projets là. Mais ouais, non, apprendre justement comment on ouvre un lieu sur Paris d'extérieur, justement, comment ça se passe, les galères qu'il y a derrière, que ce soit le financement, mais les pressions aussi d'investisseurs aussi, et voilà, tous les enjeux économiques qu'il peut y avoir derrière un lieu qui ouvre. On peut juste se dire en mode, ça marche pas, oui, mais bon, il y a quand même des gens qui du coup, ont travaillé pendant longtemps là-dessus et du coup, qui tiennent à ce projet. Donc non, c'était super intéressant tout ça, mais sur l'écriture, je dirais ça. Je dirais vraiment cette partie-là faut faire. Si on passe maintenant sur toute la partie plutôt, toi, en tant que créateur de contenu, ton média, etc., parce que tout va un peu ensemble. Donc, tu as testé plein de choses. En vrai, Vraiment. Tu as expérimenté les vidéos plus humoristiques, les vidéos d'actu. Tout à fait. Comment est-ce que tu as trouvé ta patte finalement ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Est-ce que c'est du coup un mélange de ce qui a bien marché et toi, ce qui te plaisait ? Est-ce que, tu vois, qu'est-ce que... Ouais, tu sais que c'est une très bonne question. Parce que je me pose énormément de questions, peut-être trop. Comment j'ai trouvé ma patte ? Déjà, je suis même pas sûr de l'avoir trouvée, honnêtement. Ah ouais, toujours pas ? Ouais, parce que en fait, j'ai un gros souci, c'est que c'est un peu la trame des prochaines vidéos qui arrivent. C'est que je vais me livrer un peu plus sur ces sujets-là. C'est que malgré être créatif, c'est cool. Mais qu'est-ce que c'est épuisant ? C'est compliqué, ouais, c'est ça. Faut toujours trouver des nouvelles idées, quoi. Mais surtout épuisant, j'irais même à dire, moi, ce qui m'épuise, c'est même pas le fait de créer de nouvelles idées, c'est de canaliser sur les idées. Et c'est ça, moi, qui m'épuise le plus. C'est que j'ai un cerveau, et je pense comme beaucoup de gens qui sont créatifs, qui turbinent tout le temps, et je suis passionné de rien. Je suis passionné de tout. Je vais me mettre à fond dans la peinture. Je vais faire de la peinture pendant 3 mois. Je vais me mettre à fond dans les échecs. Je vais faire des échecs. Je vais voir des gens qui font ça. Je suis en mode, mais c'est super. Je vais me mettre à fond. Comme là, j'étais passionné par l'idée de monter un lieu et j'ai fait ça pendant 1 an. Et puis, je suis très vite passionné. Et le problème de la passion, c'est que très vite, ça amène le fait de se dissiper. Et moi, c'est un peu ce qui se passe sur mes réseaux sociaux en soi. C'est que j'avais une grande passion. J'ai toujours eu une grande passion pour le voyage. J'ai toujours eu une grande passion pour les événements. J'ai un petit profil un peu hyperactif à bouger tout le temps. J'adore rencontrer des gens. J'adore découvrir de nouvelles choses. Et du coup, sur mes réseaux, à la base, moi j'adorais l'idée de divertir. J'ai toujours aimé cette chose-là. Avant, j'ai fait un peu de stand-up aussi quand j'étais un peu plus jeune, etc. Et tout. Et j'ai toujours
apprécié ça. Et sur les réseaux, j'ai un peu vu à l'époque où je faisais du clip, ça s'est toujours fait un peu en balance, les réseaux sociaux. C'est qu'à l'époque où je faisais beaucoup plus de clips et de production, on va dire, chiadée, orchestrée, avec des plus grosses équipes, 20, 30 personnes, etc. Il y avait tellement peu de place à la liberté que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'imaginent pas, mais c'est vrai que sur des projets de cette envergure-là, bah, en fait, quand on se dit juste en mode « Ah, en fait, le plan, je ne vais pas le faire comme ça, je vais le faire dans l'autre sens », ça implique 1 heure de désinstallation, de remise en place de lumière, etc. et tout, alors que sur les réseaux sociaux, on va juste changer on va dire, on fait comme ça, on met la lumière comme ça, s'y va. Là où sur du clip, c'est beaucoup plus... du clip, de la pub ou des plus gros projets, c'est beaucoup plus vaste. Et j'ai vu un peu refuge dans les réseaux sociaux, un peu en mode de... Il y a des moments, j'ai plein d'idées de clips, de trucs, de bêtises. Et bah, c'est un peu mon espace créatif où je me suis dit, bah, je vais mettre tout dessus. Les gens suivront, ils s'ouvriront pas. Ouais, un peu ton journal de bord. Exactement. Je me suis dit, les gens, ils suivent pas, à voir. Et du coup, je me suis mis à faire de l'humour. Et donc, voilà, des collages, etc. et tout. Et ça marchait plutôt bien. Parce que juste avant l'humour, là-bas, j'étais vraiment full making-of. Je balançais les coulisses, les backstage et tout, parce que moi j'ai toujours été fan de regarder tous les backstage de tous les films, etc. Et donc je balançais voilà, y a, même sur ma chaîne YouTube, voilà, il y a les making-of de mon clip avec Bifoli, avec voilà, Offenbach, etc. Il y a tous ces making-of là, avec Saint Graal aussi, qu'on a fait un clip super. Et donc du coup, ça, j'aimais beaucoup faire des formats un peu plus longs là-dessus. Puis, mais parler que de ça, je voyais que j'avais envie de toucher un plus large public. Et du coup, l'humour, ça a été un peu cette alternative-là. Et du coup, j'ai fait ça pendant un moment. Sauf que, dans le milieu, forcément, j'ai eu des moments où ça m'a un peu desservi. Où j'étais un peu en mode, je fais le clown sur les réseaux. J'ai rencontré des prods qui étaient un peu en mode... puis du coup, ça se faisait de plus en plus là où avant, on n'allait pas regarder Instagram forcément. Il y a 5 ans, on n'allait pas regarder le Instagram de quelqu'un quand... Aujourd'hui, c'est un portfolio Instagram. Et je sais qu'il y a 5-6 ans, quand je faisais sur TikTok, personne ne le voyait. Là, aujourd'hui, il y a des marques qu'on travaille, ils vont aller voir notre profil naturellement, etc. et tout. Et l'humour, c'est arrivé à quelques fois où j'ai un peu des conflits de gens qui étaient un peu en mode mais c'est qui, je comprends pas, c'est un clown sur les réseaux ou il est réalisateur et donc du coup ça m'a un peu desservi sur quelques projets. J'ai eu quelques remarques de ce type-là, du coup c'est drôle d'en parler et de dire non, c'est mon jardin créatif là-bas, laissez-moi tranquille. Regardez mon site internet, voilà. Et donc du coup voilà, ça c'est un peu et de là j'avais envie de parler d'autres choses aussi. Et c'est comme ça aussi qu'est né du coup un peu le média Petit Moda que j'ai fondé maintenant il y a quasiment 2 ans. C'est que en fait j'ai un de mes meilleurs amis du coup, plusieurs de mes meilleurs amis en gros du Crayon Média et des Pépites de France, du coup Lucas Rouillet qui est à l'origine justement des Pépites de France, qui a du coup voilà fait émerger ce média-là jusqu'à plus d'1 million d'abonnés et à qui j'ai fait rencontrer justement Valran Mouillet-Berthaud du coup qui est le patron du Crayon Média. Et du coup c'était 2 amis, du coup je les avais invités chez moi, ils se sont rencontrés et puis du coup le Crayon a racheté les Pépites de France. Et de là en fait moi du coup j'étais vraiment dans cet écosystème-là un peu de création de contenu, de médias, etc. Je voyais Antonin et Valran qui montaient le Crayon, ça fonctionnait bien. Et donc de là, en fait, j'avais aussi, moi, je me suis dit, moi aussi, je pourrais créer mon propre média parce que j'accompagnais beaucoup Lucas sur de la création de contenu avec les Pépites de France et d'autres créateurs aussi sur de la création de contenu. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas capitaliser sur moi et faire moi-même mon propre en fait média. Et comme j'aime les événements, j'aime bouger, j'aime rencontrer et découvrir des nouvelles choses, je me suis dit, je vais faire un média culturel où je mets en avant tous mes bons plans. Et là, ça sera pas, je divague, ça sera que des bons plans de France, etc. Et pendant 2 ans, j'ai fait que ça. Et là, on approche bientôt les 100 000 abonnés, donc c'est trop chouette. Et aujourd'hui, du coup, j'ai une équipe qui m'accompagne là-dedans. Là, j'ai actuellement Sarah et Tamara qui m'accompagnent dans toute la création de contenu autour du Petit Moda. Et qui m'accompagne aussi quelquefois sur mes créations de contenu personnel aussi en extra, mais en tout cas voilà qui gère super bien avec moi du coup l'ascension de ce média-là et c'est trop chouette et c'est un peu ça c'est un peu comme on dit mon laboratoire créatif mais côté un peu événementiel culture quoi. Genre vraiment dès que demain j'ai envie de tourner une vidéo vraiment qui parle d'un sujet que c'est vraiment lié au Petit Moda, je le mets sur le Petit Moda, je sais qu'il a sa place là-bas, je l'incarne mais ça me fait plaisir de l'incarner, je le fais en cross-post avec mon compte aussi, là où sur mon compte je vais plus aller sur comme je le présente aujourd'hui, genre je vulgarise mes péripéties, donc là dernièrement j'ai fait plus une série sur Merci Internet, je monte les backstage de Merci Internet, comment on s'est rencontré avec Tom, comment il a monté ce projet-là, comment j'ai écrit, etc. Là où je vais aller justement dans des péripéties qui vont être un peu les personnes que je rencontre, d'autres projets que je vais faire aussi en événementiel ou des événements, là où sur le Petit Moda, voilà, comme je disais, bon plan, événement, là c'est vraiment tracé là-dessus et du coup ça m'a permis de me structurer, d'avoir plusieurs médias, même si sur le papier on se dirait oh là là mais il est sur 1000 trucs à la fois, mais en même temps moi c'est ce qui m'a aidé à me
cadré parce que, comme je disais avant, je m'épuise tellement à me dire « Ah, mais là, je ferais bien une vidéo sur de la peinture. Ça n'a rien à voir. Et en même temps, je ferais une vidéo sur ça. Ah oui, machin. Mais en même temps, j'ai envie de produire tel truc. Et puis, j'échange avec tel créateur, telle marque pour monter tel gros projet. Ah, trop bien, ça me prend du temps. » Et du coup, je me suis dit, je vais un peu segmenter tout ça. Et c'est ce qui m'aide le mieux aujourd'hui à avancer, c'est d'avoir vraiment mes différents pôles de création. Là où, comme ça, j'évite de trop mélanger et de trop m'éparpiller aussi dans trop de choses aussi, quoi. Je suis en mode événementiel, créa et réal. Mais du coup, ton compte perso, ça reste justement ce que tu as un peu envie de tester, des formats un peu différents, te dire, bon, là, c'est potentiellement un peu moins produit, ça va être un peu plus un vlog, ça va être un peu plus... Oui, en fait, justement, ça fait partie des questionnements que je me disais tout à l'heure, pardon, dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment ce côté-là de... Je me pose des questions beaucoup sur la création de contenu parce que j'adore créer du contenu. Genre vraiment, c'est presque nécessaire, j'aime trop ça, j'aime trop créer, j'adore raconter des histoires et évidemment ces histoires-là j'ai envie qu'elles touchent les gens aussi parce que si les histoires on les fait et qu'elles sont pas vues, quelquefois c'est un peu le jeu aussi des réseaux, on essaie de qu'elles touchent le plus de personnes possible tout en restant sincère et donc du coup pour l'instant je suis un peu en mode laboratoire de... les formats, j'aime beaucoup les formats incarnés, j'aime beaucoup les formats où je raconte plein de choses avec des voix off, etc. C'est des choses que j'ai adoré faire, j'aime trop faire des voix off, etc. Comme je le faisais avec les Pépites de France à la base. Juste là, j'essaye de trouver un peu des axes différents et là, pour l'instant, je suis plus en mode vulgarisation de mes péripéties au quotidien. Donc du coup, c'est vrai que je vais pouvoir aller sur des sujets et divaguer, comme tu le disais justement, un peu en mode... c'est un peu mon laboratoire créatif où si demain je me mets dans une nouvelle aventure, je vous embarque avec moi sur mes réseaux et venez, aujourd'hui, là, je vais me mettre à fond dans la peinture, je dis des bêtises, suivez-moi dans cette aventure-là. Là, je vais me mettre à fond dans un projet comme Merci Internet. Je vous montre comment on l'a monté, comment c'est arrivé là. Là, je sais que prochainement, j'ai plus envie justement de parler du petit Moda. J'aimerais beaucoup, parce que j'ai pas trop communiqué dessus, parce que j'avais peur justement de moi-même de faire des ponts tout le temps et de faire n'importe quoi. Donc je me suis dit, le petit Moda, je vais le laisser tranquille. Je vais tout faire sur le petit Moda, je vais le monter tranquillement, etc. Et là, maintenant qu'on arrive aux 100 000 abonnés, j'aimerais bien peut-être faire une passerelle et expliquer aux gens comment on en est arrivé à 100 000 abonnés, quelles ont été un peu les démarches, comment je me suis entouré, comment on crée du contenu, comment ça se passe derrière dans les dessous d'un média, comment on essaye d'aller trouver des sponsors. Bref, toutes ces choses-là qui, je pense, peuvent intéresser plein de gens qui aussi aiment créer du contenu. Ça fait partie de mes réflexions, mais là, du coup, je me laisse vraiment, comme on le disait, laboratoire créatif en mode, ok, vers où je vais aller, on verra. On verra en fonction de là où j'ai envie d'aller, en fait, et tant que c'est sincère, après, je me laisserai guider, quoi. Mais voilà, pour l'instant, mon compte, j'ai pas de grosse trame en mode, je fais que de la réal. Voilà, c'est pas du tout l'idée, j'ai envie de me faire plaisir, quoi. Mais c'est ce que j'allais dire sur Petit Moda, effectivement, c'est un média et t'as plein d'autres codes. En fait, t'explores un milliard de... Ouais. Enfin, c'est même pas comme si tu disais, je prends cette thématique-là et je vais refaire un peu ce que je faisais, mais d'une autre manière, c'est que tu changes de code complètement. Ouais, complètement, ouais. Parce qu'effectivement, un média, t'as plein d'autres choses... Ouais, bien sûr. Ouais, non, les codes sont totalement différents, mais je crois que c'est ce qui me stimule aussi, quoi. C'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression que t'aimes ce truc de... je vais m'imprégner des codes et je vois si j'arrive à rentrer dedans, quoi. Ouais, mais c'est même un problème que j'avais au tout début, c'est que très vite, en fait, dès que j'ai compris les codes, ça m'amuse un peu moins. Comme à l'époque, j'ai commencé à prendre pas mal d'abonnés sur mes réseaux sociaux perso avec l'humour, parce que j'avais compris les codes. Je suis monté très rapidement et c'est à ce moment-là où j'avais plus envie de le faire. Ok. Et c'est un peu frustrant parce que je me dis c'est trop bête. J'aurais dû continuer juste, même quelques mois en plus, et peut-être grossir ma communauté pour me permettre aujourd'hui d'avoir plus de flexibilité sur des sponsors ou sur plein de choses qui permettraient de vivre peut-être plus simplement sur certains points, réinvestir dans d'autres projets, etc. Mais je fonctionne tellement un peu au feeling là-dessus que je me suis dit j'ai un peu fait le tour, je tenterais bien autre chose. Putain, je connais pas les codes sur les réseaux sociaux, c'est quoi les codes pour faire ce type de format. Ok, et typiquement le Petit Moda à la base était full un laboratoire créatif. Genre mon média à la base c'était il y avait 0 format. C'était on tentait un truc avec une voix off, on tentait un truc avec juste des captions, on tentait un truc avec des trends, on tentait un truc sur ça, et au fur et à mesure on a testé pas mal de choses. Et de là du coup j'ai trouvé les codes plus médiatiques, parler de manière un peu neutre sur certains points aussi, justement de moins mais en même temps incarné, parce que je voulais pas que ce soit un média qui soit vraiment en mode nous on donne juste qu'il y a tel événement. Non, j'avais envie que ça soit quand même incarné, que on ait notre positionnement quand même et voilà qu'il y ait des événements que j'ai envie de mettre en avant, etc., et que ça soit sincère et qu'il n'y ait pas forcément de trucs en mode il y a tel événement, c'est genre en mode non, il y a cet événement et on est trop content de vous le partager. Voilà, je fais envie vraiment qu'il y ait cette chose là, et du coup là on a trouvé je pense quelque chose qui avec du coup mes équipes, comme je disais tout à l'heure, on a trouvé je pense certains codes qui fonctionnent pour le média, qui sont dédiés à ce média là, qu'on reproduit pour les contenus de ce média là, mais c'est un peu mon moment où je suis en manque de ça, je vais en faire un peu. Okay. Mais du coup à côté j'ai mes réseaux où je vais pouvoir tester d'autres choses à côté. Mais oui, en effet, je jongle entre les codes en fait des différents projets que
que je fais, quoi. Mais là, ça te l'a pas fait, le côté, une fois que tu as compris les codes et du coup que ça a marché Sur Petit Moda? Non, je pense la différence, c'est que je suis entouré sur celui-ci. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est que... Et en fait, les codes, on les a un peu jamais non plus à 100%, dans le sens où l'algorithme, les gens, tout évolue, les trends évoluent, on est toujours... Et puis surtout que là, du coup, le fait de créer un média, il y a tout l'enjeu qu'il y a derrière, le fait je me suis mis... en fait, je suis pas du tout... À la base, j'étais pas du tout entrepreneur. Enfin, j'étais plutôt entrepreneur dans le sens créatif. Oui. J'adorais entreprendre l'idée de me dire, là, je vais réaliser un projet. Et j'ai toujours été en mode, j'ai envie de faire un film, je vais faire un film. Quand j'étais à l'école, quand j'étais en BTS, quand j'étais au lycée avant, je voulais faire un court-métrage, je faisais un court-métrage. Et j'allais jusqu'au bout, jusqu'à le diffuser, jusqu'à me débrouiller pour qu'on le mette sur un grand écran d'un cinéma du coin, quoi que ce soit, mais j'allais au bout des choses, tu vois. Et du coup, j'ai un peu cette chose-là, en fait, en montant le média. Sauf que le média, au-delà du média, les gens, d'extérieur, on pourrait se dire en mode, quand t'as 100 000 abonnés, oui, tu peux viser 200 000, 300 000, mais c'est au-delà de ça. D'avoir rencontré le crayon, etc., j'ai ouvert un peu toute cette âme un peu plus entrepreneuriale de ok, avoir un média qui se tienne, mais du coup tu commences à rentrer dans un point de vue économique, de te dire ok, maintenant j'ai des équipes, mais du coup il faut les payer ces équipes-là, et donc du coup pour payer ces équipes-là il faut qu'on ait des sponsors. Comment faire pour avoir des sponsors? Comment faire pour que les sponsors nous fassent confiance? Comment se faire pour qu'on soit du coup cohérent aussi avec notre communauté et qu'on ne trahisse pas notre communauté, qu'on mette en avant des sponsors qui sont cohérents par rapport à tout ce qu'on peut mettre en place et qui sont dans les valeurs de toutes les vidéos et les trames, enfin en tout cas de l'axe de notre média. Et donc du coup il y a tout cet enjeu-là où en fait c'est perpétuellement des nouvelles quêtes, tu vois, où je suis en mode ok, là c'est cool, j'ai passé le step de voilà, on va avoir 100 000 abonnés, c'est trop bien. Mais maintenant, en fait, l'étape d'après, c'est comment on peut développer le média de d'autres manières. Comment peut-être le média peut être plus reconnu d'un point de vue branding, du coup, genre, est-ce que demain, ça vaudrait pas le coup qu'on fasse un livre? Est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'on se lance notre chaîne YouTube? Typiquement, ce qu'on vient de faire là récemment, genre, on commence à faire un peu de format long sur le média. Donc, on a des interviews cinéma, on a eu une interview avec Alexandra Lamy récemment. Voilà, on a d'autres interviews qui sont arrivées... qui vont arriver prochainement avec le réalisateur de Peaky Blinders aussi. Et du coup, on s'est dit, bon, forcément, là, il y a un peu mon côté cinéma qui revient. J'arrive quand même à glisser à chaque fois que je fais des ponts. Je suis en mode, ok, bon, on va faire du format long, on va faire du cinéma. mais du coup, donc là, du coup, il y a pas mal d'interviews, un peu cinéma surtout, qui arrivent sur le média, plutôt YouTube format long. Et du coup voilà, c'est vraiment expérimenté en mode je connais pas assez le format long, enfin tout quoi d'un point de vue créateur. J'ai beaucoup accompagné plus sur de la production YouTube. Le fait de mettre un projet en image, je sais faire, mais savoir faire le bon projet pour sa communauté, etc. et tout, c'est quelque chose que j'apprends. Et du coup, là, c'est un peu le nouveau challenge de comment faire pour peut-être grossir sur YouTube. Et donc, du coup, en fait, c'est ça qui fait que je crois que là, juste, je déplace un peu mes objectifs là où avant, tu vois, je pourrais juste me cibler sur les 100 000 abonnés. C'est sûr qu'aujourd'hui, le fait de gagner en abonnés sur mon média, sur Instagram, c'est pas quelque chose qui me drive. Évidemment, il y a des caps symboliques, là, les 100 000 abonnés, quand ils vont arriver, je vais être super content parce que c'est quand même quelque chose où ça fait 2 ans, où il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière. On fait 2 posts par jour depuis 2 ans. C'est intense, quand même c'est intense et on travaille, on pose beaucoup de questions. Mais du coup, je sais que maintenant on est en croissance. Voilà, je sais qu'on va gagner des abonnés. Je sais que ce qu'on fait, c'est cool. Je suis fier de ce qu'on fait. Les gens nous le disent. Donc, il n'y a pas de raison. Évidemment, il faut se renouveler. Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est notre challenge quotidien. Et presque ça, ce challenge-là, je le donne justement à Tamara et Sarah qui m'accompagnent aujourd'hui en mode ok, est-ce que là, vous n'auriez pas justement, si vous avez des idées de concept, on tente. Ça reste un laboratoire. Oui, on a nos formats, etc. Oui, on est suivi par plus de monde. Mais les gens, je ne pense pas qu'ils nous en voudront qu'on teste un nouveau format qui ne fonctionne pas. Et comme je l'ai dit, un format qui ne fonctionne pas, les gens ne le voient pas. Oui, c'est clair. Donc dans tous les cas, il faut tester. Puis aujourd'hui, il y a les fonctionnalités, genre des risques d'essai, etc. et tout, qui nous permettent de tester plein de choses. Enfin, moi, sur mon compte, je l'utilise beaucoup. Énormément. Je l'utilise beaucoup. Plus sur mon compte, parce que sur mon compte, des fois, je tente des trucs vraiment presque, je dirais dire dérapage, mais par rapport à ma ligne, même si je teste pas mal de choses, mais il y a des moments où je tente des trucs, je suis en mode, j'ai envie de faire une blague et tout, je me dis putain, mais ça n'a rien à voir, mais en même temps, c'est cohérent par rapport à ça. Mais je vais le mettre en risque d'essai quand même, en mode, ouais, non, j'ai bien fait de le laisser en risque d'essai, on va l'archiver tout de suite. Parce qu'avec du recul, quelquefois, on se dit, c'est un peu la bonne idée de 4h du mat, et tu dis, en fait, celle-ci, c'est pas la meilleure. Mais c'est comme tout, hein, genre, voilà, je continue d'écrire, je le fais, et je reste dans la même démarche que, voilà, je dis ça tout à l'heure, mais j'ai une idée, je le fais. Et après, bon, là, la risque d'essai aujourd'hui m'aide beaucoup sur des trucs, quelques fois où, même là, je tente différents formats. Des fois, il y a un format, je vais le faire et je vais me dire, putain, je sais pas si je l'ai bien raconté, j'aurais peut-être pu le faire comme ça et comme ça. Je fais les 3. Et j'envoie les 3. Et je vois celui qui marche le mieux. Les 3 en essai. Les 3 en essai. Et je me rends compte que, oui, il y a des vidéos qui fonctionnent pas et moins bien parce que l'accroche, pour moi, me semblait plus sincère. Mais les gens, ils s'en fichent, en fait. Ouais. Et du coup, quelquefois, là, dernièrement, ça m'est arrivé la semaine dernière, j'ai tenté une vidéo où je mettais en avant ma vision créative, etc. et tout. Et j'ai testé justement 3 vidéos. Et sur l'une des vidéos, celle où je pensais le hook était le plus banal possible,
C'est Ah celle ouais. où en Reels d'essai, où j'ai fait plusieurs milliers de vues, j'étais en mode ah ok, alors que les autres ils ont fait juste 1000 vues et tout, j'étais en mode ah c'est fou, j'aurais pas pensé, j'aurais pas misé là-dessus, et puis dès que je l'ai partagé, elle a très bien fonctionné. Mais du coup ça permet aussi, voilà, je me sers un peu des outils qui nous sont mis en place pour continuer de créer, de tester, mais encore une fois tester quoi, des Ouais. nouveaux codes, des nouveaux formats. Je pense que c'est important en plus, surtout aujourd'hui il y a tellement de contenu que pour se démarquer il faut tester de nouvelles choses et arriver avec de nouvelles choses surtout je pense. Oui, c'est ce que tu disais. Donc toi, ta méthode, c'est un peu genre tu t'imprègnes des codes et t'essaies de comprendre. Et aussi, en fait, faut tester. Dans tous les cas, on peut jamais vraiment savoir. Ouais, non, vraiment, genre, je pense que c'est s'imprégner des codes, oui, mais en même temps, les codes, ils évoluent, et Ouais. ils changent, t'en veux, C'est bien, s'il te plaît. je te sers en même temps. Et Et les puis, codes, ça dépend des formats, quoi. Enfin, en plus des sujets, des formats, ça dépend de plein de trucs. ouais, ça dépend de pas mal de choses. En fait, j'aime trop m'imprégner des codes parce que je trouve ça génial. Bah, tu vois, un exemple, tu vois, genre un truc que j'avais kiffé, c'est... J'ai rencontré un artiste qui s'appelait Saint Graal, Oui. qui du coup, via un autre ami qui s'appelle Ajar, qui est un artiste qui est dans le sud de la France et qui est très talentueux aussi. Et justement, bah, via Ajar, j'ai rencontré Saint Graal, et Saint Graal, il se retrouve qu'il vient de Poitiers, et du coup, moi, je viens des Deux-Sèvres, et voilà, j'allais souvent à Poitiers, donc du coup, on a eu très vite des atomes crochus, on s'est dit, oh, putain, c'est trop bien entendu. Et un an après, du coup, j'ai réalisé un clip avec lui. Et tu vois, quand on parle d'immersion et de code, il m'a dit Damien, voilà, on s'entendait super bien et vraiment, moi j'adore la musique qu'il fait. Et je me suis dit, genre, ok, ça peut être trop cool qu'on fasse un clip ensemble. Et lui, il me dit, bah là, j'ai un clip que je voudrais faire, c'est drag, c'est sur tout l'univers des drag queens. J'aimerais bien qu'on tourne avec des drag queens, voilà. Et en même temps, voilà, j'aimerais quelque chose de ces pop, voilà, à voir qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Et c'était vraiment intéressant, malgré les délais qui sont toujours très courts, comme je disais tout à l'heure dans le clip, où on a parlé de ce projet-là et un mois après on tournait. Bah, ça a été super intéressant de me plonger dans cet univers-là des drag queens, justement de se dire ok, comment on peut les mettre en avant, comment on peut faire un clip qui peut être à la fois déjanté comme certaines personnalités, et puis comme justement et aussi solaire comme Saint Graal peut l'être, etc., et bienveillant, et en même temps que cette bienveillance qu'il a, bah, du coup soit transposée à l'image, et en même temps aller dans ce côté un peu rétro qu'on a cherché. Et du coup on a essayé de trouver un petit truc qui a été vraiment sympa, et ce clip-là était trop chouette à tourner, trop sympa aussi à faire et à mettre en place, parce que du coup c'était des codes, et il fallait vraiment aller là-dedans, et comme à l'inverse, bah du coup, toi, vraiment au contrario, là, on va essayer d'aller chercher une esthétique particulière, etc. Offenbach, j'avais fait For You, un clip avec eux, et ce clip-là, quand j'avais eu le brief à la base, c'était vraiment en mode summer, solaire, c'était ambiance plage, et puis moi, pour moi, c'était un petit peu drôle, parce que j'étais en mode, c'était vraiment le cliché de tous les clips que j'ai vus depuis que je suis tout petit, et je me suis dit, oh, l'exercice de style. En fait, c'est bête, mais c'est un exercice de style de BTS, en fait. Genre, exercice de style. Moi, j'avais reçu des refs à ce moment-là, parce que là, aujourd'hui, maintenant, ils ont parti sur une DA complètement différente aujourd'hui à Offenbach, parce qu'avant, ils testaient plein de choses, ils étaient plus populaires. Là, aujourd'hui, ils sont partis vers des trucs un peu plus dark en termes de DA, etc. Mais là, ils m'avaient envoyé des refs, je me souviens, en tout cas, leur label, vraiment très lisse, etc. Et de là, on s'est dit, bah, vas-y, on va y aller à fond là-dedans, tout en, bah, moi, je voulais quand même ramener quelque chose, une histoire. Il se passait, voilà, c'était de double drague entre des jeunes et des vieux, etc. Et c'était drôle, genre, quelqu'un de plus âgé qui se transposait avec un jeune qui draguait une fille, il voulait refaire les mêmes codes avec une vieille femme, et du coup on avait mis tout ça, mais au travers d'un clip qui était très populaire au bord d'une piscine, comme on peut l'entendre, en enlevant aussi les gros clichés de l'époque aussi, parce que bon, on est quand même en 2025 aujourd'hui, et du coup il y a des choses on va éviter, quoi. Il y a des plans, bon, il y en a certains t'es en mode bon, c'est pas trop mon délire, et surtout je me voyais pas faire ce type de réalisation là, et du coup on avait fait ce projet là, mais encore une fois tu vois, dans un code, un format, et l'analyser, le déboucher, essayer de le faire le mieux possible. Et en vrai, bah, comme tout, hein, quand on apprend bien et qu'on essaie de bien analyser, bah, ça fonctionne bien derrière, mais c'est hyper stimulant. Mais du coup, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, de faire ça, là, de me plonger dans des codes et des formats en fait, qui existent. Mais j'aime bien aussi évidemment créer de nouvelles choses, mais ça, c'est un travail un peu différent. Ça, faut expérimenter ça. J'allais dire, est-ce que tu te sens plus créatif quand t'as plein de codes et t'as un cadre super précis où tu te dis, bon, bah, en gros, j'ai vraiment un univers et je peux être créatif au sein de cet univers-là, ou bien quand t'as tout le champ des possibles, mais du coup, bah, tu peux... J'ai envie de dire les deux, mais dans des contextes différents. Okay. Dans le sens où... Moi, j'aime beaucoup, quand je parle avec mes équipes, j'adore imager tout ce que... mes réflexions. Et en fait, j'adore donner... quand j'écrivais justement les filles tout à l'heure qui m'accompagnent sur le petit modage, je les ai amenées aussi dans l'aventure de Merci Internet. Elles m'ont accompagné sur de l'écriture, et justement elles ont pu voir aussi comment je processe par moment. Et typiquement quand on est ce que j'aime bien dire, c'est quand tu dis justement qu'il n'y a pas de direction. Il y en a toujours un peu, quoi. Mais... Et ben en fait, ce que j'adore leur dire, c'est que là c'est un peu comme si j'étais au milieu de l'océan, et ce qui est dur quand tu es au milieu de l'océan, c'est qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ta stratégie en fait, c'est est-ce que tu nages un peu par là-bas, puis un peu par là, puis un peu par là, ou est-ce que tu te dis on va aller par là-bas et on y va, et quitte à
Ah, en fait, elle est là-bas, Lille, à redresser. C'est un peu comme ça que je fonctionne quand je suis dans un élan créatif où il n'y a rien autour. Je me dis, ok, je sais pas par où je dois aller, je vais prendre une décision tout de suite, mais qui va quand même être radicale parce qu'elle va me donner la direction. Donc en fait, quand j'ai pas de direction, finalement, je me la donne moi-même. Parce que je pense que c'est quelque chose d'hyper important pour ne pas perdre de temps non plus dans des process. Parce qu'il y a tellement de gens qui barbotent dans un sens, puis dans l'autre, puis dans l'autre, Puis du coup, puis dans t'avances l'autre. pas, quoi. Mais du coup, ils font du surplace en fait. Ou alors ils avancent, mais en arc de cercle. Et en fait, ça se trouve, Lille, elle est là-bas. Et en fait, pour y aller, c'est super compliqué. Et du coup, j'aime bien donner cet axe-là dans le sens où je préfère me donner un chemin. Je vais y aller. Et je vais nager jusqu'à pas d'heure, jusqu'à temps que je vois quelque chose à l'horizon. Alors peut-être que j'ai pris la mauvaise direction dès le départ. Et dans ce cas-là, j'espère avoir des éléments extérieurs, entre autres mes amis, des collaborateurs qui vont me dire là, Damien, tu t'es peut-être planté. Tu pourrais peut-être partir dans l'autre sens. Ah mince, ok, j'ai perdu du temps, mais c'est pas grave. Au moins, je le sais. Et j'ai pas perdu de temps au début. Dans tous les cas, au début, si je vais dans tous les sens, je perds du temps quoi qu'il arrive. Donc, vaut mieux perdre du temps à aller dans la mauvaise direction, mais au moins en enlevant plein de possibilités ou d'erreurs. Ou alors, c'est un tout droit. Et alors là, c'est royal. Et du coup, je suis autant créatif, je dirais, dans l'un, dans l'autre, par cette méthode-là qui fait que dans tous les cas, je me mets une direction. Parce que dans tous les cas, moi, je fonctionne vraiment quand on me donne une direction, je sais que je suis très bon là-dedans. Parce que c'est quelque chose qui, j'ai pris beaucoup de confiance en moi sur cette chose-là. Je pense que c'est hyper important quand on est créatif d'avoir confiance en soi. Genre au début, je pensais là où c'était complexe et je me posais trop de questions, c'est quand j'avais pas confiance en moi. J'étais un peu en mode, je suis réalisateur, mais qui je suis pour me dire que je suis réalisateur? J'ai beaucoup de syndrome de l'imposteur, etc. Là aujourd'hui, c'est plus simple aujourd'hui quand on a plein de rêves derrière nous, de se dire oui, je suis réalisateur et je suis auteur, mais en même temps pareil, quand j'ai commencé à me dire un peu auteur, j'étais un peu en mode, mais je suis qui moi pour me dire ça? C'est compliqué. Mais en fait, il faut se dire qu'on est tous pareils. On est tous pareils. Que quand on n'a qu'une seule rêve, que deux, c'est compliqué. Mais en même temps, au bout d'un moment, tu seras bien un jour, en fait, dans tous les cas, si tu veux faire ça. Donc, continue de le faire, fais-le. Et de là, du coup, en prenant confiance en soi, après, c'est beaucoup plus simple de se dire en mode, je sais que je suis très bon dans ce truc-là. Moi, je sais que on me donne une direction. Merci Internet, je savais que ça allait bien se passer. Je me doute qu'il y allait avoir des rebondissements. Je me doute que forcément, j'allais me planter parce que, comme tout le monde fait des erreurs. Mais je savais que ça allait bien se passer parce que je suis très persévérant, beaucoup de résilience et après du coup je me mets à fond dans ce que je fais. Donc c'est comme tout, après quand tu te mets à fond dans quelque chose, au bout d'un moment il y a tout aujourd'hui en plus sur internet pour apprendre plein de choses, il y a beaucoup de bouquins, donc il n'y a pas de raison. Si on a déjà l'âme créative, parce que je pense dans ces milieux-là il faut juste évidemment avoir quand même quelque chose d'un peu créatif de base, mais même ça je pense ça se développe avec le temps, peut-être pas s'embarquer sur des projets comme ça quand t'as jamais rien fait, mais comme tout step by step, et je pense que ça se fait naturellement par la suite, quoi. Franchement, je pourrais te poser encore des milliers de questions, mais je vois l'heure qui tourne. Mais pour terminer, pour conclure un petit peu, est-ce que tu en as déjà un peu donné, du coup, je trouve, mais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, tu vois, genre, ou qu'hésite, qu'est-ce que... le conseil que toi, tu te donnerais avec du recul. Moi, le conseil que je me donnerais avec du recul... moi, un conseil que je donne beaucoup que j'aime donner, c'est déjà déjà s'identifier de ce qu'on a... Enfin, qu'est-ce qu'on a envie de faire, déjà. Je dis ça alors que moi-même, je le disais tout à l'heure, sur mes réseaux, c'est un peu complexe. Mais c'est ce qui fait que, par exemple, typiquement, je sais très bien que mes réseaux sociaux n'explosent pas aujourd'hui. Je le sais très très bien que c'est ça. Mais sur mes réseaux, je parlerai que d'un seul sujet et j'irai à fond. Ça marcherait beaucoup mieux. C'est juste que malheureusement, je suis pas comme ça et j'ai décidé de pas être comme ça. Donc du coup, je peux pas me plaindre que ça fonctionne pas autant que sur mon média. Tu fais d'autres projets qui vont fonctionner à côté, quoi. Mais quelqu'un qui a vraiment vocation à réussir dans ses réseaux, par exemple, ou dans n'importe quel secteur, que ce soit dans vraiment n'importe quel secteur créatif ou non, ou monter un lieu, ou que ça reste entrepreneurial ou quoi, c'est vraiment de se dire en mode qu'est-ce que j'ai envie de faire moi. Ok, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me lancer dans tel truc, j'ai envie soit d'être créateur de contenu, soit j'ai envie d'être réalisateur, technicien ou même autre chose, j'ai envie de me lancer dans la botanique, qu'importe. Et ok, quelles peuvent être les étapes, déjà identifier un peu les étapes clés, comment d'autres ont fait. Tout simplement, aujourd'hui, il y a 1000 façons de voir comment les gens sont arrivés là. Et après, se donner un objectif, et je l'ai donné tout à l'heure, mais être régulier. Mais quand je dis régulier, je ne parle pas forcément des réseaux sociaux, je dis régulier dans tout. C'est donner de l'énergie quotidiennement dans son projet, pour essayer de prospérer et d'essayer de faire que ce projet-là mûrisse, continue de grandir et que ça soit une petite graine qu'on plante au départ et qui fait on l'aide, on l'arrose tous les jours pour essayer que cette petite graine devienne un arbre justement. Et c'est un peu moi la métaphore du petit Moda, et c'est pour ça qu'il y a un arbre sur mon média. C'est parce que du coup j'ai un peu ce truc-là de dire la petite graine un jour sera grande. Et du coup c'est un peu cette résilience, se mettre à fond dans ce dont on est. Évidemment que les gens qui vont se lancer, dans tous les cas, ne seront pas bons dès le début. Et moi-même, les nouveaux formats dans lesquels je me lance, je suis mauvais. Je ne les connais pas. Il y a des gens qui les maîtrisent 1000 fois mieux que moi. Mais peut-être que je deviendrai aussi bon, voire meilleur qu'eux, ou que d'autres, parce que tout simplement, j'aurais posté soit plus qu'eux, soit de manière régulière, soit j'aurais analysé beaucoup plus. Et en fait, qu'au bout d'un moment, faut passer du temps. Et du coup, je pense résilience et faire.
faire. C'est vraiment un truc que je dirais que vraiment c'est... Là-bas, c'est au-delà de sortir et tout, de faire des choses en fait. Et aller au bout des choses, parce qu'il y a trop de gens, je trouve que c'est trop dommage, il y a tellement de gens que je rencontre qui sont hyper talentueux, qui ont fait des projets dans leur coin, mais ils l'ont fait, mais pas au bout. Trop perfectionnistes pour le poster. Et ça, c'est trop dommage. C'est trop dommage de dire, putain, mais il manquait plus que cliquer sur le bouton publier. Ou alors que tu t'arrêtes trop vite en mode ça ou marche trop vite. pas, ou ça, en mode, quelques vidéos en mode voilà, moi, ça ça va ou une marcher, personne ça qui a va posté marcher, 2 fois et se dit en ouais. mode, ah ouais, mais en fait, je suis pas fait pour ça. Bon, après, peut-être la personne n'est vraiment pas fait pour ça, et dans ce cas-là, Ouais. c'est tant mieux. Et ça a permis, encore une fois, c'est un peu le truc de, il a pris cette direction-là, et en fait, c'est pas la bonne, et au moins, il s'est Ouais, rendu au moins, compte. tu le sais. Ouais. Exactement. Mais il y a rien à perdre à faire, en fait. Même si ça paraît impressionnant, c'est plus simple de le dire après quand on est déjà lancé, même toi, tu as ton podcast, etc. Mais la première fois que tu lances un podcast, tu as toujours la pression de l'autre aussi, de dire, moi, je veux qu'il soit parfait, je veux que les gens, ils me disent, je me prends pour qui d'avoir mon truc, etc. Ouais. Et tout. Mais en fait, à la fin, tu es en mode, ça paraît logique pour tout le monde, parce que les gens consomment pas, s'ils aiment pas, ils regardent pas. Donc faire. C'est pour moi le plus gros conseil que je donnerais. Voilà. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Dernière petite question, qui est-ce que tu aimerais entendre dans ce format, derrière ce micro? Et je t'en ai parlé tout à l'heure, il y a mon ami Lucas Rouillet, je pense qu'il pourrait être intéressant, qui a fondé les Pépites de France. Je pense pourrait être intéressant de l'avoir. Je pourrais te parler pas mal des réseaux sociaux aussi. Et voilà, je pense que je pourrais le recommander évidemment de venir derrière ce micro. Trop bien. Bah, vraiment, merci Damien, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.